Pendant un long moment, tu vois, j'étais quasiment complètement autiste, tu vois. Ouais, j'avais ces capacités de concentration, que ce soit sur les maths ou plus tard sur League of Legends, où tu vois, quand je suis connecté dans mon jeu ou quand j'étais en salle de marché, tu peux faire exploser une grenade à côté de moi, je restais concentré, tu vois. Dans les 2-3 premiers de ma classe, sans rien foutre, dans les bons derniers tout le temps. Skyheart, quand il se lance dans le stream, le métier de streamer n'existe pas. Là, j'ai des noms en tête, mais il y a des professeurs qui ont laissé une empreinte, ils ont un T3 dans mon cerveau, là, maintenant. Là en prépa Saint-Louis, là, on t'aurait pris pour un MP direct, là, avec ce skin, là. Ouais, MP, Ranahuri, un saltimbanque. Ma seule vraie réussite, pour moi, c'est de passer Master sur LoL en 3 mois. Prépa, ESCP ou les deux? Mais j'étais sûr que j'aurais HEC, mes profs m'avaient tous mis dans la tête que j'aurais HEC, tu vois, j'étais soit premier, soit deuxième au concours blanc à chaque fois en prépa. Et toi, du coup, qui est Twitcher, et là, il me dit, ah gros, le no-go absolu de boomer. Bah ouais, mais je suis CPE, tu veux quoi? Challenger, médecin ou les deux? Quel métier post-prépa, école de co, voire même ingénieur, selon toi, rapporte le plus en sortie actuellement? J'ai eu des success stories de ouf, tu vois, avec des clients blacklistés depuis 10 ans et où j'ai réussi à débloquer le truc et jamais ils voulaient entendre parler de Goldman Sachs et après je faisais des millions de revenus avec eux. Analyste M&A versus Chief of Staff. Ça, c'est un gros biais, genre, ah bah oui, c'est ce que je fais qui est génial. La finance de marché. Surcoté. L'entièreté de l'humanité passe la grande majorité de sa vie à faire de l'argent. On est sur ma pire anecdote de cul ever. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast, Première Classe. Bon, on s'était dit qu'il y avait des intervieweurs qui étaient assez bons dans ce qu'ils faisaient et qu'on allait peut-être pas marcher sur leur plate-bande. En tout cas, on essayait d'inviter des référents de leur milieu, d'où le Première Classe, et d'avoir un fil rouge, discuter, amener des débats et peut-être vous aider, que ce soit dans vos orientations ou dans vos réflexions en général. L'idée, c'est que ce soit sympa, convivial, vraiment comme une discussion. Avec Fafa, on est vraiment super content de lancer ça. On est tous les deux étudiants en fin d'études à HEC. Lui crée déjà pas mal de contenu autour de l'éducation. Moi, de mon côté, je suis directeur de prépa et donc ça faisait complètement sens pour nous de se lancer dans cette nouvelle aventure avec vous. Si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir et le meilleur moyen, c'est de vous abonner, liker, partager, commenter, on lit tout. Le podcast sera aussi disponible en version audio sur les plateformes de streaming, donc n'hésitez pas à évaluer, je crois que ça marche comme ça les algos. De toute façon, je suis en école de commerce, je sais pas trop comment ça marche. A tout de suite avec le premier invité. Bon, on est très content avec Fafa de faire ce premier épisode. On a mis gros budget, 10 caméras. Là, il y a 5 personnes de staff. On vient de se faire masser tous les 3 avant l'interview. Donc, on démarre vraiment très cool. Trop content de commencer avec un invité de marque, sans mauvais jeu de mots. Et ça me fait une transition que j'avais préparée avant. Marc ou Jocarise? Jocarise. Jocarise, on va partir sur Jocarise. Alors comment ça va se passer? Le but, c'est que c'est une discussion très chill, on n'est pas là forcément pour t'interroger, évidemment on va parler de ton parcours, mais l'idée c'est d'être libre, sans filet. Vous allez voir, on a préparé des petits jeux pendant l'émission qui vont venir aussi un peu mettre du contenu alimenté. Donc là il y a des cartes sur la table, on va demander à Jocarise de les choisir à certains moments clés et ça va nous emmener sur des jeux qui seront aussi des prétextes pour la discussion. Donc voilà, c'est chill, hein, si tu veux dire Marc ou Joka ou ça, c'est... Ok, comme ça, je te sentais pas à l'aise. Fallait, tu veux rajouter un petit mot d'intro ou pas? Ouais, je suis très content déjà de te recevoir et de t'avoir en premier invité. Tu auras un peu une marque indélébile sur ce podcast, donc la pression est élevée. Non, je rigole. Okay. Et ce qui est cool aussi, c'est que la boucle est bouclée. Bon, je crée du contenu éducatif sur Internet et tout, et on s'était rencontrés il y a quelques mois. Et c'est un peu toi qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit tu devrais le faire à un moment où j'hésitais. Donc je suis hyper content. Ok, cool, ça je savais pas, ça me fait plaisir. Ouais, je te le dis. C'est pour ça que, oui les gars, on s'est vu avant, mais je l'ai pas dit avant pour laisser le... c'est cool. La bunning. Donc l'idée, on a un sujet de discussion qui va nous tenir là une bonne heure. L'idée, c'est d'échanger autour du rapport à la réussite. Ça. Donc ça doit évidemment t'évoquer certaines choses, mais peut-être pour commencer de manière chronologique. Toi, c'est quoi ton premier... J'ai dit que je le faisais pas en mode interview et ça démarre vraiment comme ça. Mais vas-y, je pose la question à Fayed et après à Jocarise. C'est quoi votre premier rapport à la réussite, genre où vous vous êtes dit compétition, etc. dans votre life, mais même à 3 ans, 4 ans, premier souvenir de réussite? Premier souvenir de réussite. Alors... Ça fait un peu peut-être cliché au vu de nos parcours académiques là, avec Simon, mais moi j'ai grandi à Alger, famille algérienne et tout, et c'est, en tout cas dans ma famille et en général en Algérie, c'est primordial le rapport aux études. Donc là, mon premier rapport à la réussite, c'était un peu un rapport aux études. Donc limite, mes premières interactions avec ma daronne et tout, c'était est-ce que tu as eu des bonnes notes assez cool, assez moins cool, et surtout en tant qu'aîné. Moi je suis aîné, donc j'ai cette chance-là. Donc mon premier rapport, c'était vraiment les études et tout, ce qui est un peu... Après quelques années comme ça, je me dis que c'est un peu limitant quand même le rapport aux études. Parce que toi, je sais que tu as fait Franklin, peut-être que tu avais aussi ce truc-là, je me rends pas compte.
Ouais, écoute, moi, le premier rapport à la réussite, pas celui maintenant. Mon premier rapport à la réussite, moi, quand j'étais au primaire, j'étais dans un truc à Neuilly. Alors, les gens, ils s'imaginent Neuilly, truc, c'était pas comme ça à l'époque. Et surtout, moi, le truc dans lequel j'étais, ça s'appelait l'École Bleue, Madeleine Michelis. Il y avait vraiment des gens de tous les profils, tu vois. La plupart de mes potes là-bas, tu vois, ils ont arrêté l'école en 3e et tout ça, tu vois. Donc ouais, c'était pour le coup, j'étais avec des gens qui venaient d'univers assez modestes et donc c'était très dur d'être pris à Franklin. Et donc en CM2 déjà, mon père me mettait la presse, fallait que je ramène mon bulletin à mon padré et à chaque fois que j'avais un B, que j'avais pas un A dans mon bulletin, je devais justifier à mon père, quoi. Ok, c'était des notes en A, B. Ouais, A, B, C, D, E, tu vois. Et le seul truc où mon padré était chill, parce que lui, il a failli rater Polytechnique là-dessus, c'était le dessin, tu vois. Le dessin, j'avais un E, il me disait non, mais ça je comprends. C'est vrai que c'est dur. De toute façon, à l'époque, il y avait quand même une hiérarchie des matières. Les matières avaient le même coef, mais honnêtement, tu pouvais ramener des sales notes dans certaines matières, ça passait. Ouais, art plastique, oui. Tu connais. L'art, oui, était forcément moins. Ouais. Maths, je sais que Jocaris est un amoureux des maths, mais moi, c'était non négociable, quoi. Les maths, c'est le truc où, je pense, honnêtement, en termes de temps de travail, j'ai quasiment toute ma scolarité jamais travaillé autre chose que les maths. Ma mère était dans une matrice maths de « si t'es bon en maths, mon fils, t'es bon partout ». Donc c'était un peu ce truc-là. Donc ça, c'était assez marrant. Ouais, moi, il y avait un peu cette même vibe aussi, que ça soit de mon padré, de mon grand-père aussi, qui est un ingénieur et tout ça, côté maternel, et du lycée à Franklin, effectivement, où c'était très genre les maths, la voie royale et tout ça. Ce qui, avec du recul, est un peu bullshit, mais ouais, c'était très. Enfin, là, j'avais la même approche, quoi. Okay. En prépa, j'ai fait que des maths et j'ai pas trop bossé le reste, quoi. Oui. Et donc, vous, c'est purement scolaire, genre, même quand tu sondes tes souvenirs. Parce que moi, tu vois, je pense que mon premier vrai rapport à la réussite, qui définit peut-être même celui que j'ai actuellement, ça va être des souvenirs, genre, de compétition d'optimiste où j'arrive, tu vois, je fais une régate où je suis pas bon et je finis, tu vois, je passe la ligne, je suis en chiale, en mode faut que je réussisse, là j'ai pas été bon, tu vois, beaucoup plus que pour le coup méga profil bon élève, syndrome et tout, mais c'est plus ça, tu vois, quand je sonde le truc primaire et tout, genre sport ou j'en sais rien, j'avais fait une fête de la musique où tu joues au piano dans la rue, genre c'était beaucoup plus ça, tu vois, mon côté souvenir fort d'enfance de challenge, tu vois. Après, à ce niveau-là, honnêtement, mon parcours sportif est assez déplorable. J'ai fait 2 ans de karaté. Bon, quand tu réussis ton kata, ceinture jaune, t'es content, mais c'est pas non plus la réussite flamboyante que tes parents espèrent. Moi, honnêtement, je trouve que le rapport à la réussite, il est un peu conditionné quand même par ton rapport à tes parents et à ton environnement direct. Complètement, et moi c'est pour ça que petit teaser pour la suite, mais il a complètement changé aujourd'hui mon rapport à la réussite, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on en parle avec toi aujourd'hui. Okay. Ça a du sens. Très bien. Parce que par rapport aux parents, tu veux dire émancipation ou plus par rapport à ce dont je me suis rendu compte par la suite sur la réalité de la méritocratie en France, de ce genre de choses, quoi, de l'égalité des chances et tout ça. Et juste pour revenir, l'école bleue, en fait, j'ai pas compris, c'était une école un peu privée, type école publique, mais avec un délire particulier ou une ligne pédagogique. Non, école publique. Non, vraiment vraie école publique avec, je te dis, des gens qui venaient de milieux très très modestes, et tu vois, enfin bref, j'ai beaucoup de cicatrices sur la gueule pour la petite histoire, en fait, et peut-être les gens comprendront mieux aussi tu vois, mon état d'esprit, mais quand j'étais petit, moi, à l'âge de 6-7 ans, j'ai eu l'audition réduite de 80%, tu vois. Mes parents pensaient que j'allais être sourd et tout ça. Et donc pendant un long moment, tu vois, j'étais quasiment complètement autiste, tu vois. Donc, je regardais des films, je regardais que les images, tu vois, je pouvais pas entendre le son. Les gens, à quel âge ça, genre 6-7 ans. Ouais, okay. Donc, je me souviens, je regardais les dessins animés de Tintin, du sceptre d'autocar, tu vois, j'essayais de comprendre quel mec balance le sceptre et tout ça, tu vois, et je pouvais juste regarder les images. C'était trop d'efforts de mettre le son. Et quand tu vois, avec les gens, du coup, je m'entendais pas, les gamins, t'as l'impression qu'ils se foutaient de ta gueule et tout ça, donc je me bastonnais beaucoup. Okay. Et ouais, je me rappelle du pauvre Thiago, tu vois, donc il y avait Thiago. On embrasse, si je regarde cette vidéo peut-être. Stevie, comme ça, machin, enfin tous, ils m'avaient encerclé comme ça, j'étais à 15 contre 1. Et là, je sais pas pourquoi, mon Thiago, qui est le plus petit de tous, tu vois, il a un excès de folie et il m'avait encerclé dans la cour. Et là, il me court dessus, tu vois, machin. Et il saute, genre, pour m'en mettre une. Et là, je le chope par la tête et je lui éclate la tête contre le sol, tu vois. C'est horrible ce que tu fais. Non, mais pour te dire, genre, oui, j'étais dans ce moment-là où j'étais dans le bureau de la directrice avec le padré de Thiago qui m'a défoncé, tu vois.
next level, alors qu'en vrai, à la base, j'étais en 1v15, tu vois. Mais tout ça pour dire que. C'est ça qui est vrai. Enfin, moi, je disais surtout ça. Je pense que c'est un truc qui a beaucoup conditionné ma personnalité et qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours très, très autiste. Je pense assez auto-centré aussi, tu vois, assez dans mon délire et que je manque d'empathie. Bref, mais c'est juste pour capter. Donc, c'était un moment de ma vie assez différent à ce moment-là. Et ça, c'est assez marrant parce que si on prend ton rapport aux mathématiques, bon, tu écris pas mal de contenu et parfois t'en parles, mais t'as vraiment, en prépa, je crois que t'avais vraiment un rapport de chercheur aux mathématiques que peu de personnes autour de toi peuvent comprendre. Ouais, de ouf. J'ai toujours eu ce côté très autiste, très dans ma tête et tout ça, tu vois. Pour une autre anecdote qui résume bien ça, mes parents avaient essayé de me foutre au louveteau, tu vois. Donc les louveteaux, tu vois, truc de cato où t'es oui, bien sûr. Et donc j'avais fait un camp louveteau ou scout, tu vois, ça s'appelle. Et pareil, en fait, j'étais tellement un autiste dans mon monde qu'à la fin, en fait, du camp de 3 semaines, on te donne un totem. Un totem, c'est un animal et un adjectif qualificatif, tu vois. Ok. Mon totem, vous voulez tenter? La chouette, comme ça. Non, un animal useless avec un adjectif useless. Daniel, écureuil vif. La tortue curieuse. On a l'animal. Tortue. Mais le problème, c'est qu'elle n'était pas curieuse, la tortue. Tortue solitaire. Tortue renfermée, genre, tu sais, elle sort pas de sa tortue rêveuse. Tortue rêveuse. Donc vraiment, le full useless, tu vois. Ouais, et je pense que ça me décrivait bien, tu vois. Et toujours aujourd'hui, j'ai toujours des trucs où je suis un peu dans mes pensées, dans mes machins et tout ça, tu vois. Donc, bref. Parfois, ça aide. Ouais, ça aide. Mais je pense que tu vois, c'est grâce à ça que... j'avais ces capacités de concentration, que ce soit sur les maths ou plus tard sur League of Legends, où tu vois, quand je suis connecté dans mon jeu ou quand j'étais en salle de marché, tu peux faire exploser une grenade à côté de moi, je restais concentré, tu vois. Donc voilà, il y a les... Ouais, j'ai les qualités de mes défauts là-dessus où ça m'aide à me concentrer, mais je pense du coup ça a aussi créé une personnalité très auto-centrée où j'ai du mal à me mettre à la place des autres aussi, tu vois. Oui, mais là-dessus aussi, sur ces profils-là, tu vois, type autiste ou pas vraiment autiste, mais dans ses pensées, je trouve que c'est assez important, tu vois, tu as la différence entre réflexion et intellectualisation, où en fait la réflexion va quand même potentiellement beaucoup plus te porter à l'action, alors que intellectualisation, en fait, tu vas rester dans ta chambre à faire des maths et à faire un délire tout seul, tu vois. Et en fait, c'est la nuance entre les deux est très fine. Ouais. Mais à un moment, tu vois, il y en a où tu mets la réflexion au service d'un passage à l'action, alors qu'en fait, si elle est jamais mise, tu vois, là, toute la diff se fait là, tu vois. Et si t'étais resté dans ta chambre, on serait pas en train de discuter et tu vois, t'aurais eu un parcours quand même drastiquement différent. Ouais, non, c'est sûr. C'est un truc qui crée un passage à l'action derrière et tout ça, quoi. Ouais, non, ouais. C'est pas juste de l'oisiveté pure, quoi, c'est clair. Et du coup, changement quand tu passes à Franklin après, en termes de milieu, de fait, d'écosystème, tu vois la diff ou tu l'as pas trop senti parce que t'es en 6e, en fait, t'es quand même jeune, t'as 11 ans. Si, je vois la diff, je passe dans les 2-3 premiers de ma classe sans rien foutre dans les bons derniers tout le temps. Tu vois, c'est des gens complètement différents, d'univers complètement différents que je côtoyais pas du tout avant. Donc c'est assez bizarre quand t'arrives Franklin dans le 16e avec des familles qui sont là-dedans. En plus à Franklin, t'en as pas mal qui viennent du petit Franklin, donc ils sont dans ce délire-là déjà depuis 5 ans. Ouais, les purs franklinois de base. Et ouais, c'était particulier. Cela dit, tu vois, moi il y a quand même des trucs sur lesquels j'ai vraiment kiffé Franklin. T'as l'éducation jésuite en mode on te pousse à toujours être une meilleure version de toi-même. Il y a, tu vois, t'as des correspondants, genre allemands et tout ça, et donc tu fais des échanges, genre ton correspondant allemand vient chez toi une semaine, toi tu vas là-bas une semaine. J'ai pu faire du théâtre assez tôt et tout ça. Enfin, il y a plein d'activités que j'ai pu faire que j'aurais, tu vois. C'est très riche comme enseignement. C'est sûr, c'était une énorme chance. Mais tu vois, bref, on y arrive, mais tous ces trucs-là, quand t'es gamin, et que tous tes potes c'est comme ça, tu te rends pas compte à quel point t'es un immense privilégié, tu vois. C'est clair. Typiquement, parfois, on nous dit souvent est-ce que si je fais tel prépa ou tel lycée, ça conditionne mon avenir, etc. Donc, en fait, je pense qu'on néglige la part d'un mentor que tu peux croiser. Ces lycées-là, Franklin, moi j'ai fait Saint-Louis en prépa, donc je suis chanceux là-dessus. C'est un peu des condensateurs à profil de professeurs assez monstrueux. Et ces gens-là ont un impact hyper fort. Assez monstrueux, genre. En mode... Assez monstrueux. Ils ont un impact colossal sur ta vision de la réussite. Enfin, là, j'ai des noms en tête, mais il y a des professeurs qui ont laissé une empreinte. Ils ont un T3 dans mon cerveau, là, maintenant. Donc, à Franklin, peut-être que t'as fait aussi des rencontres qui ont... Ouais, moi, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a aussi le truc hyper important en prépa et grande école aussi par la suite, où t'es exposé à tes pairs, PAI, quoi. Donc, en fait, le rapport à la réussite, à l'ambition, à ce qui est bien, peut aussi s'en sortir hyper déformé avec des biais énormes, on va en parler
Après, tu vois, mais je trouve que je sais pas lequel des deux est le plus important dans ce type d'établissement ou d'écosystème, tu vois. T'as les profs qui ont un driver en prépa, en tout cas fou, mais t'as aussi dans quel écosystème t'évolues. Bien sûr. Là, à Saint-Louis, j'ai un exemple phare. Enfin, honnêtement, en arrivant, on était tous des lycéens un peu douteux. On rentrait dans la salle et tout. Moi, je mettais tout le temps des sweats à capuche, parfois des joggings. À la fin des 2 ans, on était à peu près tous avec un petit col. Et il y avait aussi cette guerre de... T'es en EC, donc t'es pas un australopithèque de MP. Donc t'as un peu ce truc-là. Et donc, honnêtement, tu voyais un élève d'EC, tu disais, ah ouais, quand même, il s'habille correctement. Donc il y a vraiment ce truc de... T'as quand même remis le bob depuis. Hein. C'est ça. Le mec explique sa métamorphose avec un bob. Là, en prépa Saint-Louis, là, on t'aurait pris pour un MP direct, là, avec ce skin, là. Ouais, MP, Ranahuri, un saltimbanque. En plus, la spécificité de Saint-Louis, c'est l'ultimate. C'est du frisbee. C'est-à-dire que tu sors à midi, de midi à 14h, tout le monde se joue au frisbee dans la cour. Ah ouais, je savais pas. C'est un truc. C'est ça le sport de Saint-Louis. C'est le sport de Saint-Louis, c'est fou. Donc, le sport de nerds. tu mets frisbee, bob, là, t'es le goal multi. Il y a pas de. C'est le métaverse, en fait. La dernière fois, je suis allé faire les entretiens de Saint-Louis, faire passer les entretiens de personnalité, je précise, je ne passe plus. Et à l'entrée, j'avais mon chapeau, pas celui-là, un chapeau plus. Et le proviseur, il me regardait comme si j'avais pas je correspondais pas au standing des élèves qui allaient passer. Donc déjà, il s'est dit, ce type, il vient pour passer son truc. Et de deux, il s'est dit, bon, il est trop mal sapé pour ce truc. Donc ça aide pas. Donc il t'a fait quoi? Il t'a dit... Il m'a dit, vous venez pour les entretiens? J'ai dit, non, je suis... Oui, pour les entretiens, mais je fais passer. Il m'a dit, monsieur, merci beaucoup. Parce qu'en même temps, c'est du bénévolat, donc il peut pas trop te chier dessus pour ce truc-là. Mais c'est bien passé. Il t'a dit merci beaucoup et il t'a pas dit, par contre, le bob, il est... Ah non, ça non. Pas nécessaire? Non. Okay. Mais tu sais, de moi-même, je l'ai enlevé. Enfin, j'étais dans la salle, je l'enlève et je le mets plus loin. T'as eu cette présence d'esprit. Ok, d'accord. Et puis, mine de rien, ça, c'était marrant. C'est une des premières fois où j'étais confronté, c'est plus simple. Comme je crée du contenu autour de la prépa, si je vais dans une prépa, il y a plus de gens qui me connaissent. Et les mecs que j'ai fait passer en entretien, à la fin, sur le truc de « Avez-vous une question à ajouter au jury ?» Petit conseil, dites oui et posez une question. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Et il m'a dit écoute, Fafa, parce que oui, il m'appelle Fafa. J'aime bien. Merci pour ce contenu-là. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est la première fois où je voyais la barrière brisée entre créer du contenu et voir des gens qui le consomment dans la vraie vie. Parce que ce truc-là, toi, tu as dû le voir fois 10 peut-être, mais je trouve que, en tout cas, dans ce qu'on fait aujourd'hui, ça motive aussi ce truc et ça alterne un peu cette façon de voir la réussite. Genre ça, c'est un vecteur. Quand tu rencontres ta commu, quoi? Le fruit de ce que tu fais. Ta commu pour la création de contenu, mais Simon, il est directeur de prépa, ses élèves, les retours qu'il peut avoir quand ils intègrent. Mais ce truc-là, après les profs, ça a aussi shapé tout ce que je crée ensuite. Ouais, non, mais de ouf, je suis d'accord. Ouais, quand tu vois que tu as un vrai impact sur la vie des gens, c'est hyper gratifiant et ça te motive à fond pour la suite. Ouais, je suis d'accord. Et mine de rien, là, on a de la chance, nous, tu as ouvert la voie sur ce type de contenu. Ouais, alors je sais pas si j'ai ouvert la voie. Tu vois, c'est intéressant parce que, tu vois, donc là, demain, il y a l'interview avec Skyheart qui sort, tu vois. Et pour moi... Bardé. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, allez la voir. Là, elle est sortie, c'est-à-dire que là, on sait ce qui s'est passé. Elle sera sortie, donc là. Mais c'est intéressant parce que quand j'ai fait mon move en quittant, tu vois, mon poste de VP chez Goldman Sachs pour me lancer dans le truc et tout ça, les gens m'ont dit, t'es un ouf, tu prends des risques de malade, tu te lances dans ce truc-là, on sait pas ce que c'est et tout ça. Et la réalité, c'est complètement faux. Tu vois, c'est-à-dire que mon risque, il est zéro. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'argent de côté. J'avais des parents qui, au pire, tu vois, même si mes parents m'ont pas du tout éduqué comme ça et tout ça, mais au pire, ils sont là, tu vois. Tu vas jamais être tout seul et tout ça. Si ça marche pas, mon truc, je retrouve un job en claquant des doigts, dans une banque ou pas, d'ailleurs, dans la tech, chez des Google et tout ça. Donc, mon risque, il est de zéro, tu vois, en réalité. Et les gens me font, quand même, t'es un malade et ça. Skyheart, quand il se lance dans le stream, le métier de streamer n'existe pas. Tu vois, je sais pas si tu te rends compte. Et c'est, pour le coup, Skyheart, c'est un des rares qui est pas là par défaut, tu vois, qui pouvait complètement faire tu vois, il a fait une prépa, une école d'ingé, tu sais, qui aurait complètement pu faire autre chose, tu vois. Donc là, t'as un vrai risque, tu vois. Donc c'était intéressant. Enfin bref, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. C'était quoi la question à la base? La question à la base, c'était, on est sur première classe, les gars. C'est le moment du jeu. Okay. Du coup, explication des jeux. On a 3 jeux prévus. À un minimum, il peut y avoir des jeux surprises. Jokerise, on va te demander de choisir un. Donc là, vous l'avez vu, il y a des papiers sur la table. Oui. C'est pas des papiers, hein, c'est gros budget, vous allez le voir. Je vais te demander d'en choisir un et on va découvrir avec toi quel est le jeu qui nous attend.
Alors, celle-là, elle est un peu abîmée. Quelqu'un s'est énervé dessus, là. Qu'est-ce que c'est ? Donc, j'ai ça. Ah, X, Y ou les deux. Principe simple. Je vais vous proposer des choses. Il y aura 2 propositions. X, Y ou les deux. Okay. Il va falloir me donner tout le temps c'est X, Y, c'est des lettres tout le temps. X, Parfois, Y. c'est A, B ou C ou les deux, c'est tout le temps les mêmes lettres. D'accord. Ouais, c'est que des lettres. Vous préférez les lettres. Ok. Non. Alors les questions sont plutôt sur ce jeu, centré sur ton parcours et sur toi, un peu des refs à ce que tu as fait. Donc on va commencer avec une basique que j'ai déjà posée en fait de fait. Marque, jocarise ou les deux. Peut-être que ça te permet aussi de définir un peu, de développer la réponse d'entrée. Tu peux expliquer un peu. Ouais. Bah moi, j'essaie de me faire connaître sous le nom de Jocaris parce que, justement, au début, j'étais sur des jeux vidéo, donc c'était Jocaris en mode gaming et tout ça. Ça vient mon premier pseudo sur LoL qui s'appelait Jonax Caribou parce que j'avais fait le nom le plus troll possible à l'époque où j'ai créé mon compte sur LoL. Et après, quand j'ai voulu me lancer en tant que créateur, je me suis dit, bon, faut quand même que je trouve un truc qui soit un peu stylé. Donc Jocaris. Et quand j'ai commencé à me faire un peu connaître sur une niche qui a rien à voir avec les jeux vidéo, justement mon agent m'a dit bon, tu vas faire quoi ? Tu vas arriver en conférence à HEC, tu vas dire salut, c'est Jocaris et tout ça. Il m'a dit il faut que tu choisisses entre Marc Le Sage-Moretti et Jocaris. Il m'a dit tu vas pas garder Jocaris, c'est ridicule. Et moi je lui ai dit bah si, parce que en fait c'est ça qui raconte mon ADN de gaming, tu vois. Et tu parlais tout à l'heure de la réussite. Le jour où je me suis vraiment rendu compte que en fait j'en avais zéro des réussites, tu vois, comparé à de là d'où je venais. Et ma seule vraie réussite pour moi, c'est de passer master sur LoL en 3 mois. Donc, ouais, Jocaris. C'est ça ta vraie réussite aujourd'hui, tu pourrais dire, genre j'ai une réussite, c'est ça ? Ouais, complètement. Et la deuxième que je suis en train de créer, c'est ce que je fais maintenant, d'aider des gens et de rendre un peu parmi le milliard de privilèges que j'ai eu, en rendant une petite partie à la commune. Et franchement, je dis ça, c'est pas démagogique. C'est-à-dire que ouais. Je sais que les gens vont péter un câble si tu dis à 32 ans, je me suis rendu compte d'à quel point j'étais privilégié. Je dis bien, genre, c'est pas que j'avais réalisé que j'étais privilégié, mais je réalisais pas à quel point. Et pour être très honnête, je pense qu'aujourd'hui, je ne réalise pas encore à quel point. Parce que la seule manière dont je pourrais réaliser à quel point j'étais privilégié, c'est il faudrait que je vive la vie d'un autre mec, tu vois. Et voir le nombre de fois dans la life où il n'a pas de bouquin dans sa bibliothèque, au dîner on ne lui parle pas de ça serait cool que tu ailles au théâtre voir tel truc et tout ça, il n'a pas les parents de ses potes qui lui disent mais toi tu devrais faire tel type de métier et ça. Et genre je pense que il traîne pas avec les mêmes copains, il n'a pas les mêmes profs, tu vois. Genre il y a un milliard de trucs, tu vois. Et c'est honnêtement, je dis très honnêtement, je ne m'en rends pas compte à quel point je suis privilégié encore aujourd'hui, et c'est pas des magots, tu vois, je le pense vraiment. Donc bref, jeux vidéo, égalité de naissance, on est tous à armes égales, et donc très très fier d'avoir tapé le top 0,5% là-dedans, donc Jocaris. Voilà, pour ça, Jocaris. Ouais, c'est marrant. Mais du coup, il y a quoi ? Il y a que sur genre LinkedIn où tu es encore Marc Même sur LinkedIn, j'ai mis Marc, entre parenthèses, Jocaris, Le Sage-Moretti. Okay, et du coup, je peux pas vérifier mon profil sur LinkedIn, parce que tu sais, maintenant, tu as un gros truc de la vérification. Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme sur mon passeport, j'ai pas encore réussi à mettre Jocaris. Il tatoue. Ouais. Mais c'est assez marrant parce que on voit ça, mais dans le milieu du gaming, dans le milieu de l'e-sport, tout le monde, c'est vraiment prénom, pseudo entre guillemets, nom. Et c'est vraiment hyper commun. C'est donner ton pseudo dans les milieux assez tradis, donc les métiers auxquels tu peux prétendre après une école de co, etc. Ça fait, les gens ont l'impression que tu débarques d'un autre monde, mais en fait, tu shifts d'univers, t'es dans le gaming. C'est vraiment si t'as pas de pseudo, c'est là où t'es chelou. Ouais, après il y a eu la vibe un peu avec ton nom, je sais pas, les Antoine Daniel, tu vois. Ah oui, ouais, c'est vrai. Où il y a eu la vibe, comment ça s'appelle, Samuel Etienne, enfin il y en a plein, tu vois, j'ai pas tous les exemples en tête, mais il y a eu la vibe de regarder, je vous donne mon vrai nom, c'est authentique et tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, je sais pas. Mais dans ces milieux-là, c'est peu commun, un pseudo en tout cas. Ouais. Non, c'est sûr, dans les milieux en mode création de contenu un peu haut level, entre guillemets, ça c'est peu commun, mais écoute, il faut changer les choses. Prépa, ESCP ou les deux ? Prépa, ESCP ou les deux ? Prépa, clairement. J'ai vraiment préféré la prépa à l'ESCP. Ouais. Parce que à l'ESCP, t'as bossé, t'as été prof en parallèle, c'est ça ? Ouais, j'étais prof en parallèle parce que bref, mes parents m'avaient dit il faut que tu commences à gagner un peu ta vie, et aussi parce que il y a rien qui m'intéressait trop à l'ESCP, je voulais un peu garder un challenge intellectuel, quoi. Mais ouais, non, moi ça a été la grosse déception, la manière dont les gens se comportaient, se réinventer un personnage et tout ça, tu vois, parce qu'ils avaient un peu la capuche bleu marine ou noir et tout, et donc ça m'a saoulé. Et l'ESCP, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, mais l'ESCP c'est un peu plus
cette ambiance campus américain, vu que tu es sur Paris, que souvent les gens... Je pense non, ça allait plus dans les HEC, ça, parce qu'ils ont un vrai campus, tu vois. Et nous, il y a ce truc où tu as le campus, mais en fait, après, tu te barres, tu vois. Il y a pas, on vit pas sur le même campus. Sur le campus. Je pense que c'est HEC qui a le plus ça, parce qu'HEC, en plus, ils ont vraiment leur chambre avec les co-douches et tout ça. Tu vois. Même les SEC, qui sont un peu à côté, donc vous êtes bien placés pour savoir. Donc, je pense que c'est vous qui avez le plus l'ambiance de campus. Oui. Et je l'ai connu, l'ambiance de campus, parce que j'ai fait une partie de mes études dans l'Illinois, pas loin de Chicago, dans un vrai campus américain, UIUC, University of Illinois at Urbana-Champaign. et là, c'était une dinguerie. Parce qu'en fait, je me suis fait passer... En fait, si les gens savent que t'es un international, tu t'intègres trop mal. Et comme moi, tu sais, tu me l'as dit tout à l'heure, je fais 10 ans de moins que mon âge. Tu vois. Donc du coup, je suis arrivé en dernière année, j'avais 23 ans. Et je me suis fait passer pour un freshman qui avait 17 ans, tu vois. Et donc j'ai fait les rushs pour rentrer dans les fraternités. Oui, t'as fait le délire école, mais version US, quoi. Ouais, j'ai fait genre j'étais un ricain. Enfin, j'ai fait genre j'étais un français parce que j'ai toujours mon accent anglais, espagnol. Ça s'invente pas. Mais j'ai fait genre je viens de débarquer et je suis là pour les 5 années et tout ça, tu vois. Donc ça a été très compliqué après quand j'aurais dû leur expliquer. Je me barrais au bout de 4 mois, mais j'étais en mode full mytho là-dessus parce que je voulais vivre la vraie expérience, quoi. On m'avait dit, mec, si t'arrives en mode international. T'avais été briefé avant, on t'avait dit. Ouais, c'est ça. Et je m'étais dit, vas-y, je la tente. Et tu vois, comme personne savait trop, comme d'hab, tu vois, comme j'avais pas trop de potes ou quoi, il y avait pas de mecs qui me démasquaient, tu vois. Mais juste que je fasse. Enfin, c'était juste chaud parce que les mecs voyaient qu'on n'était pas forcément dans les mêmes cours. Mais tu vois, en soirée, en machin, ça passe, quoi. Voilà. Et t'as pas le truc, tu penses, où tu te dis, la prépa, elle se termine quand même par le SCP, ce qui est une victoire, tu vois, t'as le Graal de la Parisienne. Est-ce qu'il n'y a pas le syndrome de fin, où genre, si la prépa s'était avérée être moins, finalement, glorieuse, tu te serais dit, j'ai perdu mon temps, ou le biais cognitif de... c'est quand même bien terminé, donc en fait j'en garde un bon souvenir, alors qu'en fait pendant 2 ans j'ai tryhard passé potentiellement, et je suis mal placé pour faire cette critique, mais je me fais l'avocat du diable. Tu vois, j'ai un peu gâché 2 ans à avoir une école que finalement je veux pas, parce qu'en plus de pas me plaire, en plus ça me m'ouvre même pas de porte, parce que j'ai la 20e école, et j'embrasse la 20e école, je sais même pas laquelle c'est, mais... En vrai je l'ai pas vécu comme un succès, parce que que de l'ego, mais j'étais sûr que j'aurais HEC. Mes profs m'avaient tous mis dans la tête que j'aurais HEC. Tu vois, j'étais soit premier, soit deuxième au concours blanc à chaque fois en prépa. Donc voilà, le SCP, c'était un peu une déception, même si, très honnêtement, déjà en rentrant à l'ESCP, je savais à ce moment-là que top 3 ou top 1, on s'en battait les couilles. Tu vois, vraiment. Je me dis, je vois pas de truc où on va me dire, ah non, t'as pas fait HEC. Ça. Donc c'était que de l'ego. Mais je l'ai pas vécu comme une réussite en arrivant. Je me suis pas dit ouf. Mais j'avoue que j'étais en mode, si j'avais eu l'EM, j'aurais cubé, tu vois. Ce qui, je pense, est complètement con, mais je l'aurais fait. Pour être honnête, la mentalité dans laquelle j'étais à cette époque-là, de ma voie d'excellence. Bien sûr. Et à ce moment-là, je le vois comme une réussite quand même. T'as une Parisienne et tout ça, même si sur le coup j'étais déçu, je l'ai vu vraiment comme une réussite. Et je n'acceptais pas qu'on me dise, tu vois, je me rendais pas compte, encore une fois, à quel point je partais avec de l'avance sur les autres, et je voyais ça comme un truc que j'ai vraiment fait et que je mérite, tu vois, à ce moment-là. Je vivais ça full comme du mérite, tu vois. Donc non, je me disais, trop bien, t'as quand même une Parisienne, c'est cool, voilà. À l'inverse de certains, tu vois, type HEC pour le coup, qui en fait, eux, voient ça, genre, j'ai tout raflé, genre, tout m'est dû. Et là, peut-être le fait de se dire, c'est un succès, trop cool, je le mérite, mais en même temps, c'est pas non plus le prime que je veux. Ça fait peut-être après, tu t'investis moins dans l'école pour des trucs qui sont finalement futiles, tu vois. Là où je pense qu'il y a à HEC, t'en as qui, j'ai tellement eu ça et je le veux absolument, que derrière, tu t'investis dans des trucs pas du tout alignés. Enfin, tu vois, t'as une décorrélation, t'es complètement décorrélé. T'expliquer le campus et tout, c'est grave vrai. Le fait que après t'es hors sol, quoi. T'as eu ce truc et t'as l'impression que tout est dû. Là où dans d'autres parisiennes, enfin ESCP ou ESSEC en l'occurrence, je trouve qu'il y a moins ça. Et alors ouais, il y a peut-être un peu moins ça. Il y a peut-être un peu moins ça, mais il y a quand même ce truc où on te met un melon de ouf en mode les gars, si vous êtes là, c'est que vous êtes les meilleurs et tout ça machin, tu vois. Que j'ai revécu d'ailleurs après en rentrant chez Goldman, tu vois. Ok. Oui, bah c'est la continuité du parcours. Vivre du pré-roll, du sponsoring ou des deux? Alors, on explique un peu aux gens. Ouais, grave. En plus, t'es un peu l'étendard de la créateur économique. C'est toi qui es le plus pédagogue là. Non, bah après, pré-roll, pour expliquer rapidement, c'est les petites pubs que vous voyez au début. Vous pouvez ignorer l'annonce ou pas, d'ailleurs, maintenant sur les nouvelles pubs, ou les pubs. En fait, on appelle ça aussi pré-roll, les mid-roll et les post-roll et tout ça. Enfin, toutes ces pubs voilà, qui sont intercalées. Et les placements de produits, si vous connaissez les jeunes, voilà, c'est pendant la vidéo, tu racontes un truc, mais c'est le créateur lui-même qui en parle, quoi. D'ailleurs, merci à Copytop qui ne sponsorise pas cette vidéo, mais avec qui on a imprimé ces belles fiches. En revanche, merci à GoJulting de produire cette vidéo. Et ça,
Ça, il produit bien pour le coup. Merci beaucoup. Ouais, merci à Godulting et tous les sponsors qu'on n'a pas. D'autres placements de produits. Voilà, non, moi je crois beaucoup plus au placement de produits. Bon, déjà, le placement de produits te rapporte beaucoup plus, surtout quand tu es un créateur de contenu niche, ce qui est mon cas. Voilà, et moi, en fait, je mets le minimum de pré-roll sur mes vidéos. Je mets juste des pré-rolls et des post-rolls. Je mets aucune pendant mes 2 heures de podcast, il n'y a aucun mid-roll pour le moment. Okay. Alors peut-être ça aura changé au jour où on se parle, mais parce que mon but c'est juste d'optimiser par rapport à l'algo YouTube pour que ma vidéo soit montrée au plus de monde possible. Je pense que si je mettais 0 pub, YouTube me pousserait pas, en mode on gagne pas de thunes sur ton contenu. Donc voilà, j'essaie de mettre le minimum où ils sont quand même contents de me pusher, mais moi tout ce que je veux à ce stade c'est développer ma chaîne et les revenus, tu vois, ça viendra après, tu vois. Ok. Si j'étais un boomer, je dirais que récemment tu as cassé l'écran qui te séparait de tes followers, tu avais fait une grande tournée des écoles. Ouais. Et un de tes arguments phares, c'était quand même ton indépendance là-dessus. C'est-à-dire que tu venais parler en ton nom, au nom de Jocaris en l'occurrence, donc ton pseudo plutôt. Ouais. Et où est-ce, et ça c'est un sujet que tous les créateurs de contenu ont, mais où est-ce que tu peux mettre la barre entre l'indépendance et le sponsoring? Ça c'est une question que je me pose et on y réfléchit parfois avec Simon. Bah, en fait, moi il y a des collabs là que j'ai refusé, tu vois, après les avoir faites. Tu vois, c'était genre je fais la collab, c'était sur un live Twitch et je devais la rediffuser sur la chaîne YouTube. Et je me suis dit, en fait, je vais pas la mettre. Et c'est marrant parce que je croyais de ouf dans la marque, c'est pour ça que je l'ai fait. Le truc était bien, c'est un produit dans lequel je croyais et tout ça. Mais on avait fait un épisode qui était tourné vers sa marque, tu vois. Et je me suis dit, mais je peux pas mettre ça à ma commu. Ils sont pas là pour voir cette marque-là, qu'un truc là-dessus, tu vois. Et en fait, c'est là que j'ai compris que dans ce business-là, tu dois faire une offre qui crée la demande. C'est-à-dire, tu dois créer un contenu, designer un contenu pour la commu qui kiffe et insérer de manière smooth un sponsor, tu vois. Mais de manière smooth et c'est-à-dire très factuelle, tu vois, genre on remercie le sponsor de cette vidéo, tu vois, Balibari, merci beaucoup, qui nous sponsorise et tout ça. Balibari est une marque de fringues, machin, mais Balibari qui stonks pour rien là. non, mais genre toutes les ventes factuel, tu vois, genre vraiment factuel. Okay. Et pas et c'est très important, tu vois, genre et ouais, moi, quand il y a des clients voilà, qui demandent trop de trucs et tout ça, je leur dis fuck off, clairement. Quand je leur dis, bah, écoutez, nous, c'est ça. Il y a ce contenu-là, je sais que ça va être un banger. La manière dont on voit vous insérer, c'est ça. Et ça sera rien de plus, en fait, tu vois. Tu le disais quand tu parlais de la première génération de streamers, de créateurs de contenu. Donc, c'était un vrai saut dans le vide. Il y avait la série de Squeezie, là, récemment, de Squeezie, de Théodore Bonnet. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que les marques sont de plus en plus à l'écoute de ces sujets-là et se disent « Ok, c'est lui qui connaît sa commu, donc s'il nous dit de le faire plus soft et que ça marchera mieux qu'un truc de gros bourrin, c'est qu'il a peut-être raison. » Est-ce que toi, dans tes interactions avec les marques, tu as l'impression qu'elles sont... Complètement. Non, franchement, complètement. Quand je te dis que tu vois, si un client n'est pas content, je lui dis « fuck off », c'est très très rare. La plupart des marques, elles comprennent. Et c'est dans leur intérêt, en fait. Parce que si, tu vois, moi je suis le vendeur de tapis, déjà moi je perds ma crédibilité, je suis mort. Et eux, la vidéo va pas trop marcher parce que les gens vont être un peu sur leur garde en mode ok, c'est juste, ils essaient de nous placer un produit. Donc voilà, faut trouver le bon équilibre, que ça s'insère bien. Mais après, je pense que pareil, tu vois, de la même manière que les marques ont évolué, le public a évolué aussi. Ils se disent ok, là pour payer un studio, un truc comme ça, oui, il faut un sponsor forcément. Et on est très content de pas avoir à payer nous, qu'ils fassent un truc quali et tout ça. Donc je pense que tout le monde a évolué là-dessus et quand c'est bien fait, ça se passe très très bien. Tu vois, et tu peux faire des trucs où tout le monde est content, quoi. C'est comme c'est un des premiers trucs que j'ai appris chez Goldman, c'est les trades, c'est pas il y a un mec qui est content, un mec qui est pas content et un mec qui nique l'autre. En fait, c'est genre t'as des trades où les deux parties peuvent être contents, comme t'as des trades où les deux ont l'impression que ça te fait niquer. Tu vois, donc un bon trade, c'est un truc où tout le monde est content. Tu vois, et ça existe vraiment. Quoi. Faut pas croire que c'est idéaliste, ça existe vraiment. Bien sûr. C'est la majorité des. Enfin, à un moment, si l'offre rencontre la demande, c'est qu'ils trouvent un intérêt. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, tu vois, c'est un peu la théorie de Ricardo. C'est chacun, en fait, dans un trade, chacun il trouve son compte, mais qui est pas forcément le même. Tu vois, il y en a, il y en a un, ce qui l'intéresse, c'est l'aspect monétaire du trade. L'autre, c'est l'aspect service qu'il est trop content d'avoir. Enfin, tu vois, voilà, c'est ça. Donc voilà, faut comprendre ça aussi, je pense. Grave. Twitch, YouTube ou les deux? Là, je suis plus passé sur YouTube. Ça m'a là, on n'est pas rediffusé sur Twitch. Donc souvent, je peux lancer des dingueries. Ouais, non, Twitch, ça a été un peu... je trouve ça un peu compliqué, Twitch, honnêtement. Après, c'est très, très dur, Twitch, dans le sens où il faut énormément d'investissement. C'est-à-dire que tu vas le faire plein de fois et tout. Après, c'est vrai que tu as un engagement de la communauté que tu trouves nulle part ailleurs. C'est des gars qui sont hyper motivés, qui, tu vois, tu lances le live, boum, t'en as 100 qui d'un coup se connectent et font « Ah, premier commentaire » et ça, sont à fond. Et donc c'est assez ouf d'avoir une communauté aussi engagée et donc tu peux les commentaires là, ouais, ils venaient au fond du cœur là. Ouais, ils sont à balle, le first, le machin et c'est une communauté avec laquelle j'adorais ping-ponger, tu vois, genre pendant ma tournée des écoles ou avant quand j'organisais le truc, je lançais mes lives, je discutais avec la commu, vous en pensez quoi, je savais que c'était ma commu la plus bienveillante, tu vois, la plus motivée. Donc ça a quand même cette force là.
Après, je trouve ça dur en mode tu fais un live et finalement il en reste rien après, tu vois. Alors là où j'aime bien l'aspect YouTube où tu travailles, tu vois. Genre là, le truc de Sky, t'as fait comme un malade cette interview. Tu nous teases là. Bah ouais, mais en fait, juste pour expliquer, moi quand je me suis lancé là-dedans, dans cette expérience, mon pari c'était de me dire ok, je vais être un peu le liant entre la créateur économique classique qui est très teinté gaming, parce que la plupart des gros créateurs de contenu c'est des mecs qui viennent de l'univers des jeux vidéo, et le monde dont je viens, corporate, classique et tout ça, tu vois. Et Skyart, l'intérêt avec Skyart, c'est un peu la matérialisation de ce truc-là où le business rencontre le gaming, et genre donc j'ai trop envie que ça se passe bien, quoi. Donc je suis assez stressé pour le truc. J'ai taffé de ouf sur l'entretien pour que tu vois l'entretien soit fluide, pour vulgariser le plus possible, parce que forcément Skyart et moi qui parlons de jeux vidéo, ça part complètement en couille plein de fois dans l'interview, donc essayer de rendre quand même le truc accessible à tout le monde, sur l'intro pour que ça soit cool, enfin sur plein de trucs, quoi. Donc voilà, et j'aime bien ce côté tu taffes, et là tu lâches un petit banger dans l'internet, tu vois, et tu te dis est-ce que ça va retourner le YouTube ou pas, quoi. Oui, la plupart du temps c'est non. Avec la durée aussi du truc, quoi. Tu peux retomber sur les anciennes vidéos et tout. Enfin, moi, tu vois, genre YouTube, je suis un enfant de YouTube. Ouais. Enfin, Twitch, je connais pas du tout. Comment t'appelles? Juste ça va y faire. Il se fout de ma gueule. La dernière fois, je dis ouais. Et toi, du coup, qui est Twitcher, et là il me dit gros, le no-go absolu de boomer. Le Twitcher, il fait mal. Ouais, on me l'a beaucoup mal, gros. Ouais, mais je suis CPE, tu veux quoi? Le Twitcher, il me réédifie. En même temps, est-ce qu'on peut leur vouloir? On dit bien YouTubeur, donc ils se disent c'est ça, c'est bon, je peux exactement. Je vais avoir l'air d'être le mec le plus rentré du Fizz. Sinon, les Twitchers, ils parlent comment? Mais t'as le truc, mais tu vois, mais en revanche, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est le côté genre méga d'investissement et en même temps reward de ouf sur Twitch versus YouTube. Mais moi, je trouve qu'il y a un peu la même chose, genre YouTube versus TikTok, où en fait t'as un ROI qui est beaucoup plus faible, c'est beaucoup plus dur, t'as beaucoup plus de taf sur les vidéos, versus enfin tu vois, je trouve qu'il y a potentiellement le même gap entre les trois plateformes, tu vois, différemment évidemment, mais genre tu vois, t'as très peu de TikTokers qui se mettent sur YouTube, parce qu'en fait genre le délire n'est pas du tout le même, genre l'investissement sur une vidéo, et enfin t'en as quelques-uns, tu vois. Après, je trouve que depuis qu'il y a les shorts, ça a complètement noyé les chiffres, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes références, tu vois. C'est-à-dire que même moi, à ma toute petite échelle, là, je peux le dire parce que je joue ce game-là avec tout le monde le joue, et puis après, j'explicite un peu, mais je peux dire que je fais 2 millions de vues par mois, tu vois. Bien sûr. Je fais 2,5 millions de vues par mois aujourd'hui, et c'est tu sommes tout, et tu compares des choux et des carottes, tu compares des vues qui en moyenne sur TikTok font du 4-5 secondes, à des vues sur YouTube qui en moyenne font du 23 minutes, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc c'est un peu le fourre-tout. Dans la bataille TikTok, YouTube Short, Instagram, tu sens quand même que du coup, ça met en valeur les créateurs de contenu short. Carrément. Et le premier point que je veux dire sur le fourre-tout, c'est que je trouve que les marques sont pas mal perdues et que tu vois justement des influenceurs TikTok qui arrivent avec des chiffres en mode j'ai tant de millions d'abonnés, et les marques croient que c'est une dinguerie d'avoir ces gars-là. Et ça, j'ai vu, bon bref, je ne citerai pas de nom, mais j'ai vu des gens qui ont réussi à se vendre de fou par rapport à ce qu'ils sont, alors que personne les connaît, tu vois. Et c'est parce qu'ils ont vendu le million d'abonnés et tout ça, mais oui, mais du TikTok, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est un truc nouveau. Autant YouTube et Twitch, ça a été bien absorbé par les marques, autant le contenu short, c'est un peu nouveau. Et donc, du coup, il y en a qui sont un peu perdus. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans cette battle de short, du coup, YouTube Short a fait que ils ont vachement poussé les shorts dans l'algo et tout ça. Et que ils ont beaucoup aidé les créateurs de shorts, juste sur l'algorithme. TikTok, ils ont énormément aidé sur la monétisation, tu vois. Et Insta, les Reels, je trouve que ça fait des vues de zinzin, tu vois. Genre, moi, mes iPhones du Mexique, là, ils ont retourné l'Internet. Alors, je l'ai pas fait pour ça, honnêtement, tu vois. J'ai mon gars qui gère, tu vois, les bons moments et tout, Sprotion, voilà. Merci beaucoup à tout le taf qu'il fait. Mais c'était fou, les vues, tu vois. Genre, moi, je contrôle même plus le truc, et je voyais Clara qui trashait. Il y a des Reels qui ont fait 400 000 vues et tout, ce qui est pas... Tu vois, moi, je crois que j'ai 11 000 followers sur Instagram, tu vois. Ouais, c'est assez ouf. Fou. Ouais. Tier list des fonctions usuelles, 150 000 vues. Ah ouais. J'ai fait... Pour le coup, la fois où on s'est rencontrés avec Jocaris, avant de créer du contenu prépa, etc., je faisais un peu un fourre-tout, c'est du just chatting. Et il me disait, c'est bon, t'as fini de classer tes céréales, parce que c'était un peu le truc initial, tu te souviens? Les Choco Pop. Exact. Je me rappelle de cela. Coco Pops. Les Coco Pops. Là, c'est bon, j'ai fait un boomer, un point partout. Un partout, balle au centre. Là, j'ai pris les tier lists, j'ai pris l'éducation, les maths, boum, tier list des fonctions visuelles, tier list des identités remarquables, et... C'est vrai que ça marche bien, les tier lists. Ça marche bien, ça marche très bien. Donc ça, c'est assez marrant. Mais pour le coup, en termes de créateur économie, le format court, le format TikTok Short, ça a tout changé.
Tu connais la stat, tu la répètes souvent, mais à partir de 5 viewers moyens Twitch, t'es dans le top combien? Je crois que c'est 10 viewers, top 1%, et la stat date un peu. Elle, je sais pas ce qu'elle est maintenant. La stat, je la tiens de Squeezie dans la vidéo où il passait. Il pimpait un streamer, tu vois, avec le clear. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. C'est assez gaulerie. Et donc, il donne cette stat de. Ouais, t'as beaucoup de gens qui ont du mal à passer. Mais c'est pour ça que. En fait, Twitch, tout simplement, je pense que c'est le truc à faire en dernier. Tu vois, c'est tellement dur et tout. Il faut le faire une fois que tu as déjà créé une commu ailleurs et tout ça, parce qu'il faut vraiment avoir des gens motivés. Sinon, et comme en plus Twitch, il n'y a pas d'algo. Enfin, l'algo, c'est le nombre de vues en live. Tu vois. Donc, ils essayent de faire un peu de truc là. Oui, avec les gars qui sponsorisent et tout ça. Et ça, c'est un peu shady, tu vois. C'est aussi, exactement. Je trouve ça un peu shady. Genre, c'est des gars parce qu'ils ont des OP avec eux, des trucs, ils les pushent. C'est pour ça que je suis pas fan. Enfin bref. Mais Twitch, il y a un moment où j'adorais et maintenant, j'avoue que j'en suis un peu revenu. Mais c'est vrai qu'il me manque ce lien avec la commu et c'est pour ça, là l'autre jour je faisais un short où je parlais face cam et j'ai vu que ça avait bien plu et je me dis putain mais c'est vrai qu'en fait je n'ai plus ce lien avec la commu où j'explique directement les trucs. Un peu mon format vu que maintenant c'est que des interviews donc c'est tourné vers l'autre personne. Je me dis ouais peut-être qu'il faudrait que j'ai plus cet échange avec la commu et que je trouve un canal pour l'avoir. Et pour le moment du coup je l'ai pas tellement. Mais on parle souvent d'itération et je trouve que quand tu dis que Twitch c'est le dernier truc à lancer, mine de rien, parfois, je fais une confession, je suis un gars de YouTube. C'est-à-dire que moi, je ne consommais quasiment pas de Twitch avant de lancer mon premier live. Ouais. Donc, je regardais très peu de choses, etc. Parce que je me disais que c'était quand même le temps long, mais long XXL, quoi. C'est 3-4 heures de live. Et je trouve que j'ai jamais eu le cran de publier une vidéo sur YouTube. Alors que depuis tout petit, je suis dans cet écosystème-là. Okay. Je trouve que Twitch, c'est le meilleur moyen de s'essayer à la création. Un, sans qu'il y ait de conséquences, parce que comme tu as dit, enfin, modestement, mais après chaque live, c'est fini. Ouais. Et deux, le niveau d'attente, ça change, mais le niveau d'attente des viewers sur Twitch n'est pas le même que sur YouTube. Sur YouTube, tu as eu tout ton temps. Tu as travaillé, tu le dis, quand tu sors tes métiers de rêve, tu bosses. Ouais. Alors que Twitch, on attend juste une présence, de l'énergie, tu lances, tu testes, tu fais des trucs en live avec les gens. Et puis, on t'en veut pas si le micro est un peu dégueu, la caméra est cracra, bon, il y a ton chat derrière. Ça passe, tu vois. Et c'est un peu un bon test. Du coup, c'est chelou parce que tu vois, quand tu regardes Popcorn qui font les best-of des Twitch et tout ça, je trouve ça toujours un peu cheap, tu vois. Tu vois le gars qui est là comme ça avec son chien, tu vois, genre t'es en mode, ça fait trop bizarre en fait. Quand t'es habitué au contenu YouTube qui a quand même step up le game de ouf avec des grosses prods, des gros trucs, toutes les qualités, des studios de ouf, de la 4K, et tu vois le gars qui hurle dans son micro avec, allez, machin, ça fait très bizarre, tu vois. Et à l'inverse, je capte pas pourquoi, tu vois, autant YouTube a lancé le pas vers YouTube Live et tout ça, je capte pas pourquoi Twitch s'est pas lancé vers la VOD parce qu'ils le font. C'est-à-dire que moi, le seul moment où je consommais du Twitch, et je l'ai beaucoup fait, c'était sur des VOD. Tu vois, je regarde très peu de live, mais en fait, je voulais progresser sur Nasus, donc je me faisais tous les replays d'un mec qui s'appelle Carnarius, qui était le meilleur Nasus européen, tu vois. Et bref, c'est un Polonais, enfin, il me faisait délirer. Et je regardais tous ces replays, tu vois. Donc, ils font. Et ça coûte énormément d'argent d'héberger tout le contenu et tout, tu vois. Donc, ils font cet effort-là. Et je comprends pas pourquoi ils essaient pas de step up là-dessus, peut-être faire un référencement, de faire un truc et tout. Ouais, je pense qu'ils ont un champ ouvert là-dessus, tu vois. Genre, YouTube vient les attaquer sur leur terrain du live, ils devraient répondre sur le truc du replay, quoi. Mais c'est là où je trouve que Twitch, ils sont un peu en... Tu vois qu'ils sont un peu en perte de vitesse sur certains trucs parce que, tu vois, c'est bizarre qu'ils répondent pas, tu vois. Genre, sur certains trucs, face à Kik, face à YouTube, je trouve que... Ouais. Oui, ils pourraient se rendre la balle là-dessus. Ouais. Je pense qu'honnêtement, voilà, la raison est toute simple, hein, c'est qu'il y a eu pas mal de cost-cutting chez Amazon. Amazon a bien souffert et Twitch, la plateforme, le modèle de monétisation, tu vois, de Twitch est beaucoup plus incertain que YouTube, tu vois. YouTube, je pense que Google le voit beaucoup plus comme sa pépite, là où Twitch, Amazon, ils se disent qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, de ce truc-là. Parce que du live, ça coûte la terre aussi. Tu vois, d'héberger du truc en live, c'est je sais plus combien de milliards ça leur coûte, quoi. Donc bon bref, je parle de trucs que j'ai pas les datas exactes en tête, mais c'est un peu ça, c'est un ressenti, quoi. Et c'est marrant parce que tu parles de League of Legends et ça me fume que ce soit Simon qui pose la question, mais ton dernier. Le dernier. Challenger, médecin ou les deux? Pourquoi Challenger, médecin? Ça c'est Fafa qui C'est quoi cette question? Je sais pas si tu avais vu, mais il y a eu pas mal de TikTok et de shorts qui disaient c'est plus dur d'être challenger que médecin, avec un truc qui a déchaîné les passions. Ok. Alors j'ai une data. Oui. J'ai un de mes meilleurs potes qui sera certainement témoin à mon mariage. Je lui annonce, je me marie pas du tout, mais voilà, j'ai déjà choisi mes témoins. Ok. C'est comme ça. J'ai déjà la liste des tables. Moi, j'ai déjà mes meilleurs potes. J'ai déjà prévu l'enterrement de ce garçon. Donc, mon meilleur pote, il est médecin, enfin, un de mes tout meilleurs potes, avec 4 meilleurs potes. Il est médecin urgentiste. Donc, voilà, il est en médecine depuis 12 ans et tout ça.
Il s'appelle Dr Love, PhD, sur League of Legends. Il a jamais dépassé le Gold 3. Tu vois. Donc Challenger, en gros, il a. Non, mais vas-y, discuter avec lui. Gold 3, c'est la médiane. Gold 3, c'est la médiane, c'est le 50%. Tu vois. C'est ça. Okay. Je suis Gold 3, il est médecin. Alors, il a approfondi plusieurs années en médecine, hein, pas seulement la première. Je crois qu'il y en a plusieurs. C'est quelqu'un qui aime bien approfondir les sujets. Mais il est Hardstock Gold. Tu vois. Donc, je pense que Challenger, désolé pour les médecins, mais je pense que Challenger, c'est beaucoup plus dur. Je suis du même avis. Petit point stat. Est-ce que vous voulez deviner le pourcentage de Challenger et le pourcentage de médecin? Ou j'y vais directement? Ouais, je te le fais. Ah, tu l'as? Le pourcentage de Challenger, c'est 0,012%. Ouais, c'est ça. Et le pourcentage de médecins par rapport à ceux qui essayent, du coup, parce que là, 0,12%, c'est par rapport à ceux qui jouent à LoL. Oui, c'est ça. Donc par rapport à ceux qui essayent, oui, pas par rapport à la population. Exactement. Okay. Pourcentage de médecins par rapport à ceux qui essayent, c'est 10%. Ouais, 12, c'est ça. Ok. T'es très chaud. Ouais, Market sizing. C'est là où il faut pas que je me cours. Ça fait 100 x 10, ça fait 1000 fois plus dur de Challenger. C'est ça, ok. Ouais. Bon, bah voilà. La question, elle est vite répondue. Monstrueux. Parce que, ça, c'est ouf. En entretien, quand tu poses des pourcentages, oui, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Dinguerie. Hein. Mais des trucs de genre donne-moi 3% de 200. Ah non, mais moi, j'ai jamais été à l'aise avec les pourcentages. Là, tu sais que t'as une goutte de sueur derrière qui longe tout le dos et qui va dans le sillon interfécié. Non, mais après, tu le prends pas à pas. Genre, allez, genre 3% de 100, ça fait combien? Bien sûr. 3% de 200, ça fait combien? Parce que là, le différentiel entre la récompense si t'as juste et le foirage ultime de ce t'as un warning dans le cerveau, genre t'as tous les gyrophares. Oui, quand j'ai passé les entretiens des cabinets de conseil, les types, ils étaient soulagés que je réponde assez vite aux questions de maths parce qu'ils me disent, enfin, c'est ce qu'ils cherchaient un peu, mais parce que les gens sont en panique, quoi. Ouais, c'est une angoisse pour. Mais oui. Ouais. Ce qui est un peu normal parce que tu te vautres sur des pourcentages, t'as l'air. Bah, dis-toi, mec, quand moi je posais des questions en mode, ok, t'as un call sur un worst of de 3 actions, quelle est l'associée à la corrélation? Là. Tu vois, genre sur des questions bien matos comme ça. Là, j'ai vu des dingueries. J'ai pas la réponse si j'avais. Attends, la plus grosse dinguerie que j'ai eu en entretien, ça n'a rien à voir, mais je vous la balance. Ouais, quand même belle. Je sais pas pourquoi ce jour-là, un de mes collègues qui est plus senior que moi, et ça, le subprime sur pattes pour ceux qui le connaissent, il me dit viens Marco, on va faire passer l'entretien ensemble. Tu vois. Donc on arrive à l'entretien, c'était un gars qui venait pour un stage. Tu vois. Le gars nous dit, donc on voit sur son CV niveau régional en natation. Tu vois. Ok, carrément. Donc il dit ok, mais donc le 100 mètres, tu le faisais en combien de temps, tu vois? 13 secondes. Donc là, on se regarde avec mon collègue, tu vois. On fait 13 secondes. Je fais ouais. On se dit ok. Moi, j'ai aucune idée des temps en natation, mais je pense que le sprint sur le sol, je le fais en 13, tu vois. Donc j'étais ok. Et donc là, genre, j'arrive à pas me marrer, tu vois. Oui. Et donc, à la fin de l'entretien, mon collègue, bien sûr, il remet les pieds là-dedans, tu vois. Il fait excuse-moi, hein, mais juste pour la natation, le temps, 13 secondes, tu vois, en lui gueulant un peu dessus, tu vois. Il fait ouais, champion régional. Hein. Et là, donc je lui dis, excuse-moi, mais 13, ça me paraît quand même extrêmement rapide, tu vois. Et là, il me sort. Alors, c'est vrai que quand on est dans l'eau, on perd un peu la notion du temps. Là, il te... Ça va. Ouais, là, il drop the mic. Il a eu le job. Il va terminer. Non, on l'a jamais revu. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais bref. Mais je me souviens en fait, le mec, c'était Jésus-Christ, il marchait sur l'eau, quoi. Quand j'étais en banque, une scène lunaire où, genre, du coup, tu vois, moi j'étais stagiaire et ça parlait des nouveaux stagiaires. Donc, toi, t'écoutes un peu, genre, t'oses pas trop et tout. Et t'as un partenaire qui rentre et il commence à discuter des CV. Et il dit, genre, il explique qu'il trouve ça trop marrant. Genre, il lit un CV qu'il vient de recevoir, genre, passion, je crois que c'était genre course de drone ou genre course d'hélicoptère télécommandé et genre avec un CV genre assez claqué. Enfin, il avait rien pour lui dire vas-y passe le screening et tout. Et le mec disait si je le veux en entretien pour qu'il me parle des hélicoptères télécommandés, genre mais pas pour se moquer de lui, mais en mode genre franchement c'est tellement drôle de mettre ça sur un CV, genre vas-y let's go. Parce qu'hier pour l'anecdote, il a essayé de vendre le fait qu'il faisait du theory crafting, c'est-à-dire la science d'appliquer les maths aux jeux vidéo dans ses entretiens, tu vois. Au moment où il était un peu entre deux, est-ce que je me lance dans une SS2I ou est-ce que je me lance dans la voie LOL, tu vois. Et donc à ce moment-là, dans son stage où il se faisait chier, lui il faisait des fichiers Excel où il calculait toutes les stats d'armure, de MR et de ça, bref. Ce sera dans la vidéo demain. Mais ah ouais, non. Et ça n'a pas du tout été valorisé. Spoiler. Mais ça, du coup, il le faisait pour lui. Il le faisait pour lui et après il a fait toute une science de voilà c'est le premier à avoir poussé autant le theory crafting comme ça dans le jeu c'est un mème, hein.
Et qu'est-ce qu'il y a ? Skyheart, c'est un mème. À chaque fois que quelqu'un commence à faire des théories sur des scripts, sur des stats et tout, les mecs mettent des mèmes de Skyheart. Enfin, c'est le type qui a ajouté cette dimension mathématique, statistique, calculatoire au jeu. Mais en vrai, c'est un grand malade. Ouais, genre là, il a fait la télé-réalité Poker Society. Je sais pas si vous regardez. J'ai pas regardé, mais j'ai vu. T'as un moment où en gros, tu dois mémoriser des cartes, tu vois. Ah oui, et là, comme ça. Le mec voit les cartes comme ça, et là, ça part en Skyheart en mode OK, il y a une double symétrie axiale. Un trapic, comme ça, tu vois, il commence à comme ça avec les Pythagore et tout. Franchement, non mais ce qui est marrant, c'est qu'il se rend pas compte de son niveau. Enfin, moi, je pense que, tu vois, on parle beaucoup des maths dans l'interview. Lui, il croit que trader, tout ça, c'est beaucoup plus dur. Enfin, ce gars-là, il a un niveau, mais c'est 1000 fois mon niveau, tu vois. Vraiment 1000 fois. Il aurait déboîté tout en finance de marché et tout ça. Mais c'est marrant parce qu'il a trop une vision en mode ce truc-là. Parce que comme la société a dit que c'était mieux, lui, il le croit aussi. Alors que moi, enfin bref, gros respect pour le bonhomme. Mais bon. Bah, ça me fait mon dernier, du coup, bonne transition, mathématiques, gaming ou les deux. Et après, on passe au mathématiques, gaming ou les deux. Finalement, plutôt gaming parce que je trouve que, en fait, et ça, pareil, les gens, ça va les étonner, mais le gaming est plus complet que les mathématiques. Dans le gaming, il y a des mathématiques. Il y a aussi plein d'autres trucs qui s'expliquent pas par des mathématiques, tu vois. Le bluff, la psychologie, le mental. La mécanique. Ouais, les mécaniques, exactement, tu vois. Après, mathématiques, tu peux débloquer des zones de ton cerveau. Tu vois, comme dans Lucie, parce qu'on n'utilise que 10% de con. Je pense que dans le gaming, en fait, je pense que en fait, ça serait intéressant de comparer le QI de, je sais pas, comment il s'appelle, le médaillé Fields. Ouais, Faker avec, comment il s'appelle, Villani, là. Oui, Cédric Villani. Ouais. Tu compares le QI des deux. Moi, je mets une petite pièce sur Faker, tu vois. Ah ouais. Ouais. En fait, ça c'est. T'as un stress qui fait que toutes les 2-3 secondes, tu dois prendre la meilleure décision par rapport à plein de facteurs à prendre en compte et que t'as pris une décision, 2 secondes après, tu dois la reprendre, cette décision. Tu vois. Tu dois la reprendre. Je stoppe, je remets, je restoppe, j'y vais pas, tu vois. Enfin bref, c'est un délire. Oui, mais tu vois, je pense qu'en revanche, sur le test du QI, peut-être que c'est pas le bon indicateur parce que c'est très mathématique et logico. Tu vois, c'est un test qui mesure un facteur d'intelligence. Là où, comme tu dis, genre, le gaming, c'est peut-être beaucoup plus complet. Et donc, je raconte souvent cette anecdote, mais tu vois, Kazewa, qui était mon coach en jeu vidéo, quand il était au MCES, qui est un centre sportif à Marseille, vous avez plein de sportifs de haut niveau dans plein de catégories différentes, ils lui ont fait faire un test de QI qui était sur 800. Okay. Et il a eu 799. Ils avaient jamais vu ça. Tu vois, genre le meilleur score qu'ils avaient eu, c'était genre un 650. Okay. Donc ils lui ont fait refaire 3 fois. Il a eu 798, 799. Tu vois, genre 99, 98, 99. Genre. Et moi, ça m'étonne pas du tout. Tu vois, genre c'est. Ouais, non, je pense que tu développes énormément. Moi, je pense qu'à la fin de mes 3 mois sur l'autre, j'étais beaucoup plus intelligent qu'avant, quoi. Ok. Putain, c'est marrant. Tu vois. Enfin, après, moi, peut-être le QI, c'est un truc qui bouge pas. Ça, j'avoue, j'en sais rien. Mais moi, je vois ça comme un muscle. En fait, je vois. C'est ma vision à moi, mais comme à part, j'en ai beaucoup parlé du fait que j'étais ultra privilégié, mais sur le reste, j'ai cette, comment dire, je suis naturellement nul dans tous les domaines, tu vois. À chaque fois que je me sais, il y a un truc, je suis nul, tu vois. Tu vois, quand j'ai commencé à essayer de m'exprimer, j'étais nul, je bégayais, tout ça, donc j'ai pris des cours de théâtre pour développer ça. Les maths, j'étais naturellement nul, j'étais dans les derniers. Les jeux vidéo, j'étais naturellement éclaté. Sur YouTube, je fais naturellement toutes les conneries qu'il faut pas faire au début. Enfin bref. Et donc, pour aller bien avec moi-même, je me suis mis en tête que le talent n'existait pas. C'est genre, je me suis dit, si je suis nul, c'est que tout le monde doit être nul. Et c'est que du tryhard. Et le talent, c'est une excuse des gars qui veulent pas taffer ou quoi, tu vois. C'est ma vie. Je crois pas que ça soit scientifiquement vrai, je pense pas. Mais du coup, le QI, pour moi, il n'y a pas de gens débiles ou intelligents. C'est juste un muscle. Et c'est est-ce que tu l'as entraîné de fou toute ta life ou est-ce que tu l'entraînes pas, tu vois. Je pense que tu as quand même une fourchette. C'est-à-dire tu popes sur une fourchette. Tu as une marge d'amélioration, une marge où tu peux faire de la merde. Mais tu vois, pour moi, tu peux pas être au summum de tous les domaines. Non, mais je pense qu'il y en a qui ont des qualités, tu vois, c'est clair. Mais en fait, la partie de qualité de talent est tellement petite par rapport à ce que tu peux faire avec le taf qu'elle est négligeable, tu vois. Moi, je la considère à 0 du coup. Oui, vis-à-vis de la réussite dans ton domaine, en vrai, si tu tryhard, pour moi, tu vas largement outrepasser un mec qui a des qualités et qui finalement, tu vois. Mais si tu prends un domaine sportif, tu as des prédispositions. Je veux dire, tu me mets, peut-être que je peux là faire 80% mieux que mon niveau initial en m'améliorant, mais je veux dire, tu as un plafond de verre. Je peux pas devenir médaillé d'or au judo. Hier, il se trouve que j'ai changé et ça me faisait penser à l'histoire de ton pote médecin avec un mec qui s'appelle David Tourangeau, qui est sportif de haut niveau, qui est en médecine à Grenoble. Et le mec est en 3e année de médecine. Et lui, son délire, il en faisait avant, mais là, il veut être sportif de haut niveau, aller chercher la médaille olympique en ski de montagne. Enfin, pas ski alpin, mais ski de randonnée, avec une épreuve du sprint. Et du coup, lui, il met en pause ses études de médecine pour faire ça, tu vois.
Mais, et lui, il disait, en fait, moi, quand j'étais petit, je faisais déjà ça à haut niveau. Et tous ceux qui étaient méga chauds, qui raflaient tout quand ils étaient petits, 16, 17 ans, ils avaient les médailles, ils étaient premiers et tout. Maintenant, en fait, on les voit plus. Et les noobs comme moi à l'origine, enfin, il le dit pas comme ça, mais désolé si tu regardes cette vidéo. Les noobs comme moi à l'origine, en fait, moi, je suis encore là et je suis pas encore en équipe de France, mais je suis on the road to. Et j'étais pas forcément prédisposé, mais en fait, tu vois, sur la durée, et en fait, à la fin, à part 2-3 sports, tu vois, genre foot et tout, effectivement, si t'es pas dans les tops quand t'as 15 ans, t'es mort. Je pense que quand même, il y a beaucoup de disciplines où tout repasses ton manque de prédisposition physique ou intellectuelle d'ailleurs. Oui, carrément. Ouais, moi je crois de ouf à ça. Je garise. Le mec qui fait zen là-dessus. Je garise. Alors, t'as peut-être pas le temps de tout scroller, de regarder tout ce que tu fais et tous les commentaires. Je sais pas à quel point tu regardes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'extraire la substance. Enfin bon, peut-être qu'ils l'ont pas écrit exactement comme ça, mais nous, on a essayé de peut-être interpréter les commentaires de ta communauté. Okay. Donc là, je réponds aux commentaires, là, c'est ça? À peu près, oui. Okay. Non, c'est la session des abonnés, quoi. Et donc, on en a sélectionné quelques-unes, et du coup, tu devrais y répondre. Sur League of Legends, ou même sur Valorant, les champions ont des ultimes. Ouais. Ça serait quoi l'ultime de Jokaris dans la vraie vie? Faire un énorme bid, tu vois, genre tu frises tout le monde, tu vois. Non, en vrai, no joke, je pense que ça serait ça. Ok. Ouais. Putain, du tac au tac. Genre, tu vois, le gars qui prend un micro au mariage parce qu'il a pris 2 verres de trop et qui fait « Ok, les gars, je vais vous chanter Christophe Maé maintenant » et c'est pas du tout le moment. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ok. Celui-là, quel conseil tu donnerais à un lycéen plutôt ambitieux qui explore ses options? Et si tu veux, tu peux même faire 1 minute si tu veux qu'on fasse un TikTok. Enfin, tu fais ce que tu veux. Un lycéen ambitieux qui explore ses options. Bah, moi, le conseil, tu vois, bon, ça paraît développement personnel de merde, hein, mais je pense que c'est hyper important, c'est d'avoir le courage de s'écouter soi-même. Ce qui est hyper dur à faire, tu vois, de dire, ok, bon, mes parents, ils voudraient que je fasse ça, les potes voudraient que je fasse ça, les profs me disent de faire ça et tout ça, et de se dire, ok, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois. Et ça prend du temps, et je pense qu'il faut tester des choses, tu vois, pour savoir, ok, vas-y, je vais tester ce truc-là, le foot, je sais rien, l'équitation, la danse, ce que tu veux, tu vois, et pour voir, ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, et tout ça, tu vois. Et je pense qu'il faut parler à plein de gens, parce que tu as aussi des manières différentes de fonctionner, tu vois. Moi, j'ai un profil très passionné, donc je fais les trucs qui me font kiffer, et j'arrive à faire que ça, mais je les fais comme un énorme bourrin, et je fais rien de ce qui me fait pas kiffer. Et je pense qu'il y a des gens qui sont plus équilibrés que moi, et qui arrivent aussi mieux à gérer les trucs qui les font pas kiffer, tout ça. Donc voilà, rencontrer plein de gens pour voir un peu tout ce qui est possible, et avoir le courage de s'écouter soi-même pour choisir. Et bah, c'était du bon développement personnel, pas du tout... Très bien. Très bien. Ça, bon, tu sais très bien que la question de l'argent déchaîne les passions sur les réseaux, parfois à tort d'ailleurs. Quel métier Ou à raison. Quel métier post-prépa, école de co, voire même ingénieur, selon toi, rapporte le plus en sortie actuellement? Je pense que les métiers que j'ai faits en finance de marché dans les grandes boîtes américaines, c'est inégalable. Okay. Voilà. Parce que... tout simplement parce que tu peux générer des revenus pour les banques qui sont énormes, tu vois, de l'ordre d'un trader, il peut sur une année faire gagner 100 millions à la banque, tu vois. Donc il peut gagner 5 millions, tu vois, même 10, tu vois, c'est possible. Donc ouais. Donc et l'autre truc qu'il faut savoir, c'est que dans les banques, c'est des activités tournées vers les clients. Tu n'as plus le droit de faire des prises de position. Les derniers entités qui ont le droit de faire des prises de position, c'est les hedge funds. Donc, un quant, c'est-à-dire le mec qui crée l'algorithme ou un trader dans un hedge fund, c'est les métiers les mieux rémunérés. C'est peut-être pas accessible dès la sortie d'école, il faut peut-être d'abord avoir une expérience en banque, mais voilà, c'est faisable au bout de 2-3 ans. J'en profite, ça je dis souvent, et j'embrasse la personne en question si elle nous regarde, mais on a un ami avec Simon d'HEC qui a fait HEC NSAE et qui a commencé quant en hedge fund en stage aux États-Unis, et il touchait environ 15K par mois en stage. Il est toujours en hedge fund ou pas? Là, du coup, il va à Singapour, ouais. En hedge fund? Ouais. Ok, parce que je cherche un invité en hedge fund, mais s'il est à Singapour... Mais il débute sa carrière, quoi. Ok. Bon, il faut qu'il me file des contacts. Alors. Ok, très bien. Ça va dans tous les sens. Hein. Tu fais un podcast, donc Métier de rêve, qui est d'ailleurs filmé. T'as entendu du coup beaucoup d'histoires. Laquelle t'as le plus surpris? Après, on est tombé sur la stratégie d'acquisition client un peu qui a déchaîné les passions sur TikTok, mais tu peux parler d'autre chose.
Ouais, non, mais en vrai, c'était même pas de la stratégie. Je te dis, c'est Sprotion qui gère son truc. Il met des choses, tu vois. Ah non, c'est pas ça. C'est en mode, tu sais, quand t'as interviewé Clara. Stratégie d'acquise pour elle. Pour elle, sa stratégie d'acquisition, l'anecdote était folle avec les iPhones du Mexique. Ah oui, c'est ça. Ok, d'accord. Je crois que tu parlais stratégie d'acquise pour moi qui mettait ces shorts-là. Du tout. Ok. Clara, moi, le truc qu'elle m'a raconté où elle est en scooter à 130 km/h, elle se prend une caisse à contresens dans la gueule et qu'elle ne soit pas morte. Je pensais qu'en scoot, quand tu tombais, t'étais mort, mais même tout seul, tu vois. Enfin, pas en scoot, en moto, pardon. Quand tu tombes, t'es mort. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de motards qui s'éclatent tout seuls, tu vois, genre sur un virage et ça. Et donc là, en plus, avec un choc direct, ouais, ça m'a. J'avoue que. Et en plus, ça se voit pas trop dans l'interview. Après le coup, je me suis dit, bon, ça va être un short de malade et tout ça. Mais elle me raconte ça et je fais juste. What? Comme ça, mais genre calme et froid, tu vois. Mais ouais, je m'y attendais pas. Ok. Si tu devais débunk ou valider un gros cliché sur soit le monde de la finance, soit le créateur économie, vu que tu as le pied dedans maintenant, ça serait lequel? Moi, le gros cliché de la finance, c'est de faire croire que c'est un truc compliqué en mettant des mots en anglais par-ci par-là, tu vois. Genre, c'est vraiment le truc qui m'énerve. Enfin, genre la créateur économie, c'est au moins aussi complexe que la finance, avec les algorithmes et tout ça qui sont hyper opaques, comprendre comment ça marche, tu vois, comment arbitrer ça, comment arbitrer la rétention de ton audience, ça c'est assez complexe, tu vois. Et d'ailleurs, en ce moment, je bosse avec un YouTube stratégiste pour comprendre tout ça. Okay. Et donc, ouais, la finance, moi, le cliché de on fait un truc compliqué parce que tu as juste mis un mot en anglais à la place d'un mot français, c'est un truc qui me fait chier et que je voudrais débunk. Ok, et ça, on est d'accord avec ça. Surtout qu'en plus, finance, t'as plein de choses derrière finance. Okay. Avec un grand F. Ouais, t'as plein de trucs. Comme le sport. Ouais. Ouais. C'est aussi large. Dernière question, après on peut peut-être passer à un jeu. Un métier de rêve avec Jocaris en invité. Qui serait le présentateur parfait? Parfait, il est Simon. Hein, oui, on t'en voudra pas. Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas à qui j'aimerais bien faire une interview. C'est une question que je me pose en ce moment en plus. Voilà, il y en a certaines que j'ai refusées pour des petits problèmes d'image, j'en savais pas plus. Mais ouais, je réfléchis à ça, sur quel plateau ça pourrait être cool. Après, il y a un moment, pour être honnête, où j'étais persuadé qu'il fallait que je fasse ça. Je sais pas pourquoi, je faisais une fixette là-dessus, donc je chassais un peu les Zach Nani, les Domingo et tout. Je voulais passer sur un plateau. Et après, je me suis dit, tu vois, on s'en fout. Ça viendra, tu vois. Ça viendra. Voilà, je fais mon truc en organique dans mon coin. Là, je suis sur un énorme projet pour fin 2024. Malheureusement, je peux toujours pas en parler. Je suis désolé pour ce teasing que je peux pas continuer. Mais voilà, en gros, c'est juste pour dire, moi, je fais mes trucs pour la créateur économie, les trucs que j'ai envie de développer. Et ça viendra le jour où ce monde s'intéressera un peu à moi. Mais c'est vrai que pour le coup, aujourd'hui, je me prends beaucoup de portes et beaucoup de vent. Enfin, je m'en suis pris énormément, donc j'ai lâché. Mais ouais, je pense qu'ils ne s'intéressent pas trop à moi. Je ne sais pas s'ils savent que j'existe ou s'ils me voient comme un ovni, j'en sais rien. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je m'en fous un peu. Enfin, je fais ma route et puis on verra, quoi, tu vois. Affaire à suivre. Fin 2024, il va se passer des trucs visiblement. Ouais, carrément. Avant de passer au jeu, moi j'ai une petite remarque sur ce que tu disais. La première question sur les conseils pour un jeune. En fait, ça fait. Tu as introduit le propos comme ça en disant c'est vachement développement personnel, etc. Et on voit pas mal de mecs de dev perso qui parlent de stoïcisme. Au sens n'écoute pas les autres, pas mal de choses là-dessus. Il n'y a pas que ça dans le stoïcisme évidemment, mais justement tu vois dans le stoïcisme sur le n'écoute pas les autres, il y a aussi en sous-entendu l'ordre du cosmos est ce qu'il est et il est déjà parfait et donc en fait j'ai pas besoin de le changer. Et en fait juste après t'as posé ta question sur l'argent et moi ça me faisait penser un peu à ça, c'est-à-dire en fait quand je me pose des questions, est-ce que aussi, je dois pas écouter les autres, mais il y a potentiellement des voies, j'en sais rien, des problèmes que j'identifie dans le monde, tu vois, que j'ai envie de régler. Et je trouve que ce rapport à, je me pose la question sur mon moi intérieur, mais qui en fait, moi je considère que c'est un peu une fiction, tu vois, le moi intérieur, c'est un peu comme l'âme au Moyen-Âge, tu vois, genre le moi intérieur, on sait qu'on a plein de biais, on sait qu'on est, et justement, j'interroge l'extérieur du type, j'en sais rien, un lycéen qui va dire, en fait, moi, je veux sauver la planète, je veux m'investir dans la réduction des inégalités, j'en sais rien, m'investir sur créer du contenu, sur partager ma passion de l'équitation, parce que est-ce que, genre, du coup, ce côté, genre, je trouve, il y avait un peu ça là-dedans, moi, j'ai pas de réponse, mais qu'est-ce que t'en penses sur je m'interroge moi-même et j'interroge les autres sans rentrer dans ce que eux disent, mais sur mon rapport au monde, tu vois, genre, et moi, j'arrive pas dans je m'interroge moi-même. Je trouve que le conseil est très, j'arrive pas à avoir de fond quand on me dit ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La question n'était pas vraiment une question, mais
Je réfléchis en même temps que je parle. Quel est le fond? En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'interroge moi-même, quoi. En gros, je m'interroge moi-même déjà comment je trouve le fond de moi-même. Et en fait, est-ce que le fond de moi-même, c'est pas toujours quelque chose d'autre qui est hors de moi, en fait? Parce que genre... Oui et non. Enfin, tu vois, genre... moi, la raison pour laquelle j'ai fait mes 7 ans chez Goldman, ou que j'ai été prof de maths et tout ça, c'était un truc purement égoïste. C'était pas pour gagner de l'argent, parce que intellectuellement, je trouvais ça intéressant, le côté mathématique et tout ça. Et je trouvais justement que ça gamifiait mon job, tu vois. Et c'est ça qui m'a excité pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, effectivement, mon driver, c'est plus un driver qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, la créateur économie, j'ai envie de comprendre. Mais donner un sens à mon boulot en me disant peut-être que je fais un truc qui va être utile à quelques personnes, tu vois, et aider à ma toute petite échelle, tu vois, sur les inégalités. Voilà. Et ça, c'est un truc effectivement qui vient de l'extérieur. Mais ton driver peut venir de toi comme il peut venir de l'extérieur. Et il n'y a aussi pas, tu vois, on a parlé dans la dernière interview chez toi, tu vois, mais il n'y a pas un sens à ta vie, tu vois. Il y en a plusieurs qui vont changer en fonction des moments. Et le film, le Pixar Soul, je le trouve top, tu vois, pour expliquer ce truc-là, quoi. Grave. Et toi, tu vois, quand tu parles du sens, toi, on peut, si on ne connaît pas, tu vois, un peu tomber dans le cliché de ah ouais, je carise, ah oui, c'est le cliché de j'étais en banque, maintenant j'ouvre ma boutique, éco-responsable. Enfin, genre là, je fais le cliché, tu vois, l'article vraiment truc. Donc la question du sens, elle revient, en particulier depuis le Covid. Toi, est-ce que toi, là-dessus, tu te dis genre, moi, c'est très bien le sens. Enfin, je pense pas que tu dises le contraire, mais je le fais absolument pas pour ça. Moi, c'est genre nouveau challenge, nouveau truc, où il y a aussi plus de sens. Genre, c'est ce qui te motive aussi ou pas du tout? Ouais, il y a un peu des deux. En fait, j'ai eu un sens pendant, tu vois, mes années chez Goldman et tout ça, que j'ai complètement perdu à un moment où je me suis rendu compte que y a personne au-dessus de moi qui m'inspirait, tout simplement. C'est des gens qui étaient motivés que par le bif et qui étaient très clairs là-dessus. Et moi, c'était pas ça mon driver du tout. J'étais content d'être très bien payé et tout ça, mais voilà, c'est dur pour eux. Mais je trouvais qu'il manquait d'ambition à avoir que l'argent comme motivation, tu vois. Donc j'avais besoin d'autre chose. Et la créateur économie, ça a énormément motivé. Et j'ai trouvé un sens avant. Et je me suis rendu compte que, tu vois, parfois tu vis, je sais pas, tu lis pas de bouquins, par exemple. Tu ne lis pas de livres parce que tu as tout le temps de ta vie, ça, tu vois. Et au moment où tu te remets à lire, tu te dis ah ouais, c'est vrai que ça me manquait ce truc quand même, tu vois. C'est vrai que c'est quand même bien de lire et ça. J'ai eu un peu ça aussi en mode c'est vrai que c'est quand même cool quand ce que tu fais, ça sert à quelque chose, tu vois. Tu t'es pas juste là en train de sucer la société, le jus de l'économie, tu vois. T'es en train d'avoir une vraie valeur ajoutée, tu vois. Et pas juste de faire ton kiff intellectuel, tout ça, tu vois. Et tu penses que t'étais potentiellement mauvais quand t'arrivais à ce stade-là, là, dans ton parcours où tu dis souvent j'aimais pas la politique, etc. Parce que moi, tu vois, je le vois à mon humble échelle d'expérience en banque qui n'était pas du tout pareil que toi, c'était de la banque d'affaires. J'étais grave un mauvais stagiaire. Enfin, en tout cas, je le pense. T'étais moins bon que tes stagiaires, tu dis? Non, moi j'étais stagiaire. Je suis pas passé en CDI derrière, mais j'étais grave mauvais. Okay. Mais parce que je détestais ça. Ouais. Est-ce que tu penses que toi, quand tu dis je détestais ça, c'était aussi parce que t'étais mauvais ou pas forcément, t'étais même plutôt bon et juste tu Non, en vrai, j'étais. Mon début de Goldman, j'étais très très bon. Tu vois, genre j'ai été le seul mec à être fast track, c'est-à-dire promu un an avant les autres de tout IMIA, donc Europe, Middle East, Africa, tu vois. Donc c'était big, tu vois. Normalement, c'est jamais un mec de Paris qui est fast track. Tu vois, c'est plus à Londres où c'est énorme et tout ça. Donc non, j'étais très apprécié au début. C'est pas les mêmes compétences après. Quoi, c'est pas les mêmes compétences, je suis d'accord, mais quand même, tu vois, parce que c'était vers le niveau associate, donc le moment où tu commences à débloquer des comptes clients, et j'ai eu des success stories de ouf, tu vois, avec des clients qui sont blacklistés depuis 10 ans et où j'ai réussi à débloquer le truc et jamais ils voulaient entendre parler de Goldman Sachs et après je faisais des millions de revenus avec eux. Donc non, honnêtement, c'est bien passé. C'est plus le moment où mes valeurs ont commencé à diverger, tu vois, avec le truc, où là, je me représentais plus dans le truc. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été long, parce qu'ils ne comprenaient pas trop pourquoi je voulais partir, parce que justement, ça se passait très très bien, tu vois. Ça se passait très bien, mais ils ne captaient pas, tu vois. C'était un peu étonnant. Et les manières qu'ils ont de remotiver les effectifs qui marchent avec d'autres profils ne marchaient pas avec moi. Donc c'était un peu déroutant pour eux aussi, tu vois. Voilà. Mais je pense, non, franchement, je pense pas que j'étais mauvais. Non. Ok. D'emblée, si les choses qui motivent tes collaborateurs et celles qui te motivent ne sont pas en accord, ça crée un problème. T'as une palette d'intérêt. Ouais. Mais oui, si t'as une palette d'intérêt, c'est compliqué. Si eux, ils sont motivés par l'argent et que toi, l'argent, c'est un driver, mais parmi d'autres, avec peut-être d'autres qui sont plus importants, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Moment jeu. Vous avez entendu la petite sonnerie. Tiens, comme ça, je te laisse tirer une des deux cartes qui restent. Ok. Alors, vas-y, au début, je vais prendre celle-là. La plus proche. La petite coupe. Le trophée. Pardon, le trophée. Alors, le trophée, c'est le tournoi. Mais quel tournoi? C'est le tournoi des métiers.
la finance versus le reste du monde. Okay. Donc l'idée, c'est que là, on est en quart de finale. Je vais vous annoncer les poules. Donc vous jouez, vous mettez d'accord en fait, et on fait avancer les métiers un par un. Donc première poule, on a analyste M&A versus chief of staff. Si vous pensez que c'est pertinent à chaque fois d'expliciter, je vous laisse le faire. Moi, je fais juste le host. C'est ça. Et vous vous mettez d'accord sur tournoi des métiers. Donc ça engage que vous. C'est plutôt fait de manière humoristique, il n'y a pas que les chief of staff, les analystes M&A, et pareil pour tous les métiers à suivre, se sentent pas offusqués. L'idée, c'est de faire le tournoi des métiers, finance versus reste du monde. Donc dans chaque poule, il y a quelqu'un de la finance, et après, ça peut être... Je pense que ça mérite d'éclaircir chief of staff, parce qu'en fonction des boîtes et tout, je pense que ça peut être assez différent, mais donc juste qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par chief of staff. Tu vois. C'est pas écrit, on peut se le dire. En plus, ce qui est cool, c'est qu'on a le même rapport à l'entreprise. Enfin, on a fait tous les deux 10 ans dans des boîtes. Donc, on connaît tous les deux le milieu. Chief of staff, j'imagine genre un chief of staff un peu bras droit CEO d'une scale-up, vraiment investi, c'est-à-dire numéro 10, tu vois. Enfin, numéro 6, peut-être tu vas chercher des ballons un peu à droite à gauche. Et, Dans ce cas, il n'y a même pas de question alors. Vas-y. Bah, chief of staff. Ouais, je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Parce que analyse M&A, en tout cas, la vision que j'ai pas fait d'M&A, mais la vision que j'ai, c'est que tu es une portion d'un grand engrenage d'ailleurs, et alors que chief of staff, tu es quand même en place, quoi. Tu t'assises à tout, tu assises le CEO qui est la personne, l'image de la boîte, tu touches à tout. Mais toi, ta définition de chief of staff, c'est numéro 2 d'une scale-up. Non, pas numéro 2, c'est dans le top 5. C'est comme bras droit CEO, quoi, non? Peut-être que je dis pas ça à côté. Non, pour moi, en fait, chief of staff, ça arrive à un moment d'une boîte où les C-level peuvent plus s'occuper de certains sujets fondamentaux pour la boîte, mais quand même très opérationnels, qui vont de la gestion RH, à développer un projet, genre je suis le bras armé sur ce sujet-là, tu vois, donc en fait, c'est pour ça que c'est un peu le mouton à 5 pattes, ou un job très décrié, tu vois, où en fait parfois ça va être méga bullshit, parfois pas du tout. Ouais, exactement. Donc c'est un photo, donc il y a un risque. On va dire qu'il y a une grosse volatilité sur le chief of staff. Compte tenu de ça, analyse M&A, il n'y a pas de volatilité. En espérant, je pense que le chief of staff, il est au-dessus, tu vois. Ok. Voilà, donc en espérant, je le mets au-dessus, donc il gagne le quart de finale si t'es ok avec ça. On a notre premier demi-finaliste. De toute façon, c'est les invités. Deuxième quart de finale, analyste VC versus créer sa start-up, mais tu es incubé à Station F. Précision importante sur la parenthèse. C'est un gros quart, ça. Ça, c'est un gros quart. Hein. Parce que le analyste VC... Les Belges, j'en suis sûr. Et sa start-up, mais t'es incubé à Station F. Pourquoi c'est un mail... C'est pas mais. Et en plus, t'es incubé à... Non, c'est pas un mais. C'est une proof of concept, c'est-à-dire que ça avance, quoi. D'accord. C'est pour visualiser la start-up un peu mieux, tu vois. D'accord, qui a passé le stade de l'idée dans ta tête. Oui. Voilà. Oui. C'est un peu après. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut copyrighter les idées, comme ça on bloque direct les idées. Là, tu vois, là, c'est l'inverse d'avant. C'est-à-dire qu'on a créé ta startup qui a une volatilité énorme aussi, mais on a Analyse VC qui a une espérance bien plus élevée, tu vois. Genre, en fait, faut savoir que dans les VC, dans le private equity, tu as assez peu de turnover en théorie parce que tu as le carry d'interest, c'est-à-dire les bonus qui sont payés une fois que tu as fait tes investissements. Ta phase d'investissement dure 5 ans et ta phase de désinvestissement qui dure 5 ans, donc à peu près sur un cycle de 7-8 ans. Donc en fait, tu n'as pas d'intérêt à te barrer sur des périodes de 7-8 ans parce que tu n'as pas un bonus régulier. Le gros du bonus, tu l'as une fois tous les 8 ans. Et c'est des gros trucs, tu vois. Tu peux toucher 1 million ou quoi. Les analystes, quand même. Sur les analystes, non, mais tu vas passer associate et là, au bout de 2-3 ans, et là, tu vas commencer à choper ton carré. Donc oui, au bout de 10 ans, quand tu es analyste, tu peux toucher 1 million au bout de 10 ans, tu vois, d'un coup, tu vois. Donc... c'est chaud, mais je dirais plutôt analyste VC parce que je pense que déjà en espérance t'es au-dessus parce que les startups, voilà, statistiquement, faut pas se le cacher, t'as quand même masse de chances que ça crache, tu vois. Après, tout est une question de passion, tu vois. Si tu crois à ton truc, en tout cas, si toi t'y crois pas, personne n'y croira, tu vois. Donc si t'y crois à fond, peut-être que tu vas réussir à faire croire aux autres que c'est bon. Donc moi, je dirais plutôt analyse VC. Ouais, c'est peut-être l'appel du vide, mais je sais pas. Ce truc de, vraiment, j'ai ce truc-là de, tu vois un peu l'océan où c'est tumultueux de fou. Enfin, honnêtement, déjà, le fait de streamer avec 0 viewer, j'assimile ça déjà à quasi créer sa start-up. Mais quand tu me dis créer sa start-up, t'es incubé à... tous les entrepreneurs, ils se prennent pour qui? Non, mais tu vois, genre... C'est dur. Les mécanismes... Non, mais il est dur. Mais oui, c'est dur pour l'échec ou pour le... La première partie que j'ai lancée sur Twitch, j'ai fait Wisebot. C'est le bot de Twitch qui parlait dans le chat. Il disait uptime 3 heures, viewer 0. Enfin, tu vois, c'est un mec qui vient, qui tape sur le... Tu dis, quelqu'un a parlé. J'ai eu un gros moment de solitude comme ça où à un moment, il se passe un play de dingue. Je fais une blague, j'enjaille le truc et tu vois. Et là, je me tourne et je vois un viewer.
Et je sais que le viewer, en fait, c'est l'ordi portable de mon coloc qui est allumé dans la pièce à côté. Tu vois. Faut pas qu'il y ait zéro, genre. Ouais, faut pas qu'il y ait zéro. Pour inciter les gens en mode, viens, c'est cool, il y a déjà un mec qui est là et qui kiffe, tu vois. Et ça, mec, quand tu tournes et que tu checkes le truc, ça m'a mis un coup dans le bide. Et vraiment dur, tu vois. En mode, tu sors de ta blague. Et donc là, ouais, gros coup dans le bide. Et après, je me suis juré que je regardais plus jamais le nombre de joueurs. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est dur. C'est sûr que la première fois qu'une personne parle dans le chat, t'es comme un fou. Hein. Tu te dis putain, attends, je dois pas parler de. Salut Benzo78, tu vas bien Benzo78, qu'est-ce qu'il faut? Je te ramène un petit café, tout est bien, tout se passe bien pour toi, le stream, la qualité du son, le mec il est accueilli. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez marrant parce que quand t'es un streamer avec très peu de viewers, bah ils adorent les viewers. Bah oui. Ils savent qu'ils posent une question, tu réponds direct. C'est les rois. Ouais. Et toi, t'es là, tu joues à un jeu où tu dis non, mais moi, c'est la première fois que quelqu'un parle dans mon chat. Pas du tout. Tous les jours, les gens parlent dans mon chat et tout. Genre, t'as un peu ce jeu-là, donc c'est assez marrant. C'est pour ça que ce truc-là de se lancer sur un truc, bon là, ça marche déjà. Enfin, t'es incubé, ça veut pas dire que tu vas réussir. Mais j'ai cet appel du vide, mais c'est vrai que si on reste assez rationnel, analyse VC, c'est quand même plus safe. Et puis c'est les invités qui ont le dernier. T'as juste une dernière anecdote, moi tu me rappeler une vibe nostalgique là de mon premier live où en fait c'était Toucan Céleste qui me coachait. Bon bref, c'est un vieux streamer, il a arrêté maintenant et tout ça. Mais il était un peu connu dans le truc, tu vois. Okay. Il faisait les patch notes sur League of Legends. Ouais. Il est connu le mec qui fait les patch notes avec une voix un peu en mode. Bah, je joue pas à LoL. Ah, tu joues pas à LoL, d'accord. Je vais me lancer un truc, mais très bien. Ok, donc Toucan Céleste, et là, genre, il arrive, et j'avais demandé aux modos et tous les gars, faites gaffe, il y avait genre 22 gars sur le live, et pour moi, c'était un événement, tu vois. Je me suis dit, putain, mais le truc est out of control. C'était une dinguerie. J'étais là en mode, bon, le chat, restez calme, là, ça va être un peu chaud aujourd'hui, là, je vais vous demander à tous d'être respectueux et tout ça. Les modos, vous êtes là, vous relayez toutes les demi-heures et tout ça, machin, et genre, ouais, c'était ouf, quoi. C'est ça, parce que c'est un peu la première fois que t'es exposé à ça, et c'est cool. Ouais. Quand on s'était parlé et que j'ai commencé à faire les FAQ et pour les étudiants, etc., la strat de fou. D'ailleurs, on parlait de TikTok tout à l'heure. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque live, j'annonce le contenu du live avec un TikTok le jour même. Ok. Et c'est ça qui a drivé la majorité de mes vues. Ah ouais, ok. Et c'est fou, ça. Et du coup, je lance ma FAQ. Tu sais, un bon live, pour moi, j'avais un follower pendant le live ou deux. Je me dis, waouh, aujourd'hui, on a buzzé, tu vois. Ouais. Et là, je lance le live. Au bout de 10 minutes, on est déjà à 15 followers, on finit à 70 followers qui étaient. Ouais. Donc, tu sais, c'était 35. C'est des followers, c'est pas des viewers sur TikTok, on dit followers? Non, sur Twitch, tu sais. Ok, j'essaie de lui filer un point de boomer, mais je pas. Non, dommage. Je suis trop lancé dans le cul. Un partout, là. Putain, terrible. J'ai tendu une. J'aurais dû. Un petit trap. Ouais, okay. Au montage. Okay. Et tu vois, 20 personnes qui parlent, 30, t'es comme un fou. Ah ouais, non, c'est la folie. Donc, c'est des bonnes sensations. Et d'ailleurs, donc moi, les premiers moments où j'ai fait un peu des gros lives, tu vois, on est monté à 300 et ça, ce qui était big pour moi, tu vois. Ce qui est toujours big pour moi d'ailleurs. C'était trop bizarre. Donc j'étais avec mon meilleur pote Giorgio qui est vétérinaire. Et après, tu coupes le live et tu te rends compte, en fait, on est que deux dans la pièce, mec. Tu vois. Et genre, c'est très dur à décrire. Ouais, parce que t'as 3 heures où t'es en mode, ouais, les gars et tout, Fafa, je te reviens, machin. Et t'es bouillant, tu vois. T'as le chat qui part en couille, t'as des dingueries, ça fout l'adrénaline. Et là, tu coupes. Et en fait, on est que deux dans cette pièce depuis tout à l'heure. Et ça, c'est fou parce que tu te rends compte que. Ils ont réussi à créer ce truc d'engagement, tu vois, vraiment en mode, on a l'impression de se parler, on a l'impression de prendre une binouse en fait, que c'est des potes, full authentique, tu vois, quand tu te mets à poil devant les vieux, enfin genre, non, mais en imagé, tu vois, mais genre c'est vraiment, ils te voient toi-même et tu parles comme si tu parlais à un poteau, tu vois. Donc, exactement, et c'est assez ouf cette sensation. Mine de rien, si t'es pas préparé, mais c'est assez violent. Tout à l'heure, tu parlais du fait que Squeezie, Leclerc, ils avaient coaché le mec, il s'appelle Zod. Le truc, le mec là, qui faisait, je sais pas, peut-être 15 viewers, 20 viewers, et ils l'ont coaché et tout, ils l'ont mis en avant, il faisait, je sais pas, 15 000 viewers. Le type a arrêté de streamer au bout de 2 semaines, tu vois. Il a arrêté de streamer au bout de 2 semaines. Il a arrêté, ouais. Ah oui. Ouais. Parce qu'en gros, il se prenait. Tu sais, il y a plein de mecs dans le chat qui disaient tout ça pour ça, t'animes mal, pourquoi ils t'ont choisi toi. Donc, c'est pour ça que, ça, mine de rien. rien. Problème, ouais. C'est en fait. Je sais plus. Enfin, il y a un pote qui m'a donné un exemple d'un streamer, je sais plus qui c'est, qui avait pris un gros coup de buzz, tu vois, sa communauté est montée à 1 million. En fait, c'est le pire truc qui peut t'arriver. Parce que si t'as une commu qui monte trop vite, bah ta commu, elle veut rien dire, tu vois. Ouais. Donc, du coup, tu sais pas c'est quoi le contenu qui leur plaît, quoi. Tu vois, et alors qu'une commu qui se construit lentement en organique, bah, du coup, tu sais le contenu qui leur plaît, tu vas pas faire de flop et tout ça. Mais faut que tu aies une commu à 1 million, tu vois, tu peux très bien être hard stock et pas faire des trucs qui dépassent les 20 000 vues. Et parce que ta commu veut rien dire, en fait. Tu vois. Donc, oui, c'est un peu le truc de on met 10 ans à être célèbre du jour au lendemain. C'est qu'en fait, si tu fais le même truc, on te dit je sais rien, Squeezie il a percé, alors qu'en fait non, ça fait genre 10 ans que le mec il perce. C'est ça, exactement. Et ça, c'est décuplé par TikTok. Là, moi je te dis, je joue pas mal à Valorant. Il y a Jibs qui, tu vois, qui joue aussi à LoL d'ailleurs à un moment. Ouais. Jibs qui a arrêté de stream là, il avait le record de sub à un moment.
Et ben, il a arrêté de streamer parce qu'il y avait tous les gosses de TikTok qui venaient et qui passaient parce que il est connu parce qu'il pète un câble en live, et que ce passage qui est retenu sur TikTok, du coup il disent hey, t'es arabe Gibbs, tu peux parler de ça, parce qu'il faisait des vannes là-dessus, t'es algérien, tu fais ci, tu fais ça. Le type il a craqué, et maintenant il joue au tennis quoi. Alors, il en peut plus, donc c'est assez violent comme truc. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire analyse VC. Analyse VC. C'est un produit structuré versus créateur de contenu. Je pense qu'on la connaît ma réponse. C'est toi qui peux répondre. Elle est assez claire. Elle est assez claire. Créateur de contenu. 100 000 fois. Ouais. Quant versus consultant en stratégie. Faudra des efforts d'élocution sur les consultants en stratégie. Le seul domaine où j'ai un peu d'expérience, j'ai fait 6 mois en conseil en strat. Donc, Et je sais que toi, je sais pas si peut-être que je dis n'importe quoi, mais tu trouves que c'est le pire trade-off conseil. Consultant en strat, c'est le pire compromis. Bah ouais, faut que je fasse venir des gars de conseil en strat sur métier de rêve un peu pour les challenger, mais je trouve ça dur, parce que je trouve que ça te donne pas de réelle expertise, tu vois, comme les métiers de la finance et de ça, tu vois, genre je trouve ça un peu bullshit quand même. Et voilà, et donc du coup tu sors de là, t'as pas non plus un salaire de fou, enfin t'as un salaire qui à la fin est fou, mais en salaire horaire t'as pas non plus été payé de fou, donc si ton but c'était juste de cash in, il y a plein d'autres métiers que t'aurais pu faire, tu vois, qui t'auraient rapporté beaucoup plus. Si ton but c'était d'apprendre des compétences, dans ce cas-là t'aurais plutôt dû aller dans une start-up où t'apprends des tonnes de trucs, tu dois te confronter à tout et tout ça, donc tu vois tout un peu de loin sans le voir, mais après moi aussi, là, je parle d'un truc de loin parce que j'ai jamais fait du conseil en strat. Tu vois. Voilà. Après, tu as dû avoir des interactions quand même avec des gens qui ont fait du conseil en strat. Ouais. Des potes, des mecs de l'ESCP. Ouais, ça, tu vois. Il n'y en a aucun qui en fait aujourd'hui. Tu vois. Okay. Tous les gars que je connais qui ont fait du conseil en strat, je crois qu'il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Tu vois. Ça veut dire quelque chose aussi. Après, c'est up or out aussi. Ouais, c'est up or out, mais tu vois. Bien sûr, mais tu vois, en général. Les gens qui partent, c'est pas des gens qui se font virer. C'est aussi, il y en a, mais tu vois, c'est aussi dans les deux sens. C'est en mode, ça t'intéressait plus trop, donc t'as plus mis la motivation et ça. Tu vois, ça veut dire quelque chose, tu vois. Mais les gens arrivent quand même avec une vision de 2 à 3 ans. Tu vois, ils se disent, je rentre, je vois plein de secteurs différents, et c'est ça l'atout en fait, c'est de se dire, ok, je fais une mission de 3 mois sur le luxe, une mission de 3 mois sur, je sais pas, les grandes surfaces, et à la fin, je vais choisir et je me barre dans une start-up, dans une boîte qui fait ça. C'est un peu mais ça. Franchement, ma vue, elle est pas arrêtée sur le conseil. Je sais que je parle d'un truc que je connais pas bien, et voilà, c'est juste de mon point de vue. Voilà, j'ai toujours vu ça comme ça, quoi. Je m'étais dit un peu le pire trade possible, mais c'est pour ça que je serais curieux de parler avec des gens qui ont fait un peu du conseil en strat. Donc moi, je vais mettre en messieurs, mettez-vous d'accord. Quand pour moi, mais vas-y, toi j'imagine que. Je suis obligé consultant en stratégie, mais c'est le. Il a raison. Le mec il a passé 6 mois, là maintenant il est créateur de contenu avec un Bob. Non, mais je trouve ça enjaillé plus que ça. Mais quand tu vois, je sais. Non, mais je vais pas cracher sur mes séquences. Non, ce qui me fait drôle, c'est qu'il est créateur de contenu avec un bot et qui reprend genre une. Non, mais tu vois, genre le mec, ça l'a fait vriller le conseil. Oui, c'est vrai. Ça l'a fait vriller total. Non, mais je trouve qu'il y a du bon quand même. Il y a du bon, mais c'est l'invité qui choisit. Allez, demi-finale. Ok. La demi-finale, Chief of Staff versus Analyse VC. Donc, on est sur la vol versus l'expérience élevée. Là, honnêtement. C'est très dur, ça dépend vraiment de la startup. Là, c'est dur. Ça dépend vraiment du job de Chief of Staff, donc il faudrait prendre la moyenne de tout. Ouais, un bon Chief of Staff, genre ce que tu peux espérer quand tu postules à la fin. Genre, pas ton prime Chief of Staff, mais ce que tu peux espérer, tu vois. Au même titre que. En sortant d'une top école, quoi, du coup. Tu sors d'une top école. Ouais, genre, au même titre que tu pourrais prétendre à un job, tu vois, d'analyste ou asso VC, qui est quand même aujourd'hui un secteur très bouché, genre Chief of Staff, tu vois, sur un bon profil. Franchement. Depuis que j'ai interviewé Jean de la Roche-Brochard, donc qui gère le fonds Kima Ventures de Xavier Niel, et d'autres fonds aussi maintenant, j'ai compris que c'était un peu bullshit le job de VC. Non, mais en mode, lui-même le dit, c'est le job d'un VC, c'est un peu un tracker de l'économie des startups, tu vois. C'est-à-dire comme le CAC 40, tu vois. C'est-à-dire d'investir dans plein de startups, tu vois. Son but, c'est pas de trouver les bonnes, c'est de pas les rater, donc de balayer très très large, tu vois. Après, ça c'est aussi la thèse d'investissement de Kima qui est particulière. Je suis d'accord. Mais du coup, oui, je suis d'accord. Mais bon, moi, du coup, je l'ai un peu compris comme ça et il a une position particulière. Lui, en fait, il a même pas à chercher, juste il dit oui ou non. C'est un peu ça qui se passe. Quand tu l'interviewais, c'est ça qui sortait. Tu dis oui ou non, il doit réfléchir très très vite. Et ça. Non, mais là où Jean, je dis pas que Jean, tu vois, il est très très bon. Le truc de Human Machine, la manière dont il gère son temps, il est toujours connecté à l'instant présent. J'ai appris plein de trucs de ce gars. C'est pas ce que je dis, tu vois, mais ça m'a quand même fait revoir un peu la vision que j'avais des VC. Et du coup, c'est peut-être
un poil moins intéressant, tu vois, que ce que j'en aurais pensé, tu vois. Ça reste cool, mais je sais pas. Moi, c'est perso. Le débat, tu vois, c'est... tu vois, moi, j'ai fait 6 mois en VC, c'était incroyable, le meilleur stage, là où j'ai le plus appris. Mais le reproche, tu vois, que je pourrais faire, c'est tu tournes autour de la piscine, à un moment, tu as envie de plonger, tu vois. Ouais. Et moi, pour moi, cette demi-finale-là, c'est genre Chief of Staff, c'est le métier limite le plus opérationnel, t'es même pas à C-level, versus genre, je vois plein de trucs, j'apprends des choses, et genre, en gros, je rencontre 4 CEO par jour, si c'est du early stage, mais ça peut être après, et je m'imprègne de leurs idées, je m'imprègne de leur énergie, je m'imprègne de ça, tu vois. Genre, c'est décision versus exécution pour moi, ce match. Non, mais c'est pour ça que ça dépend du moment de ta carrière. Tu vois, peut-être en junior VC, c'est mieux. Et tu vois, même, encore une fois, je parle pas en termes de thunes, parce qu'en termes de thunes, tu aurais plutôt intérêt à être late dans le VC, tu vois, mais ouais. Junior, peut-être que tu vas voir plus de choses, tu vas plus te former, et Chief of Staff, c'est mieux pour après quand tu as vraiment envie de faire du concret et tout ça, tu vois. On tranche? Du coup, c'est dur. Toi, t'as pas de. Moi, je te dirais, honnêtement, Moi, je mets la pièce au milieu, là, et tu souffles. Tu souffles d'un côté. C'est ça. Ok. De quel côté, là? Moi, je peux te suivre sur les deux, même si junior, enfin, le truc safe pour conseiller à l'audience quand même. Ce serait analyse VC. Allez, analyse VC, l'audience. Analyse VC. Alors, créateur. Les premières classes. Versus compte. Créateur, les gars. De toute façon, créateur. Je sens qu'on a le gagnant, mais. C'est des décisions qui. Là, Bon, bah, messieurs, finale. Créateur de contenu versus analyse VC. En plus, c'est analyse VC qui est passé. Donc, c'est sûr. Okay. Ouais. Là, c'est sûr, c'est créateur. C'est créateur qui gagne. Créateur de contenu. C'est l'entre-soi, genre les mecs qui. Non, mais je pense que c'est un. Ouais, non, mais si, c'est mon parcours. Ça, c'est un gros biais. Genre, ah bah oui, c'est ce que je fais qui est génial. Genre, quand t'appelles quelqu'un, où tu te renseignes un peu pour les stages et tu lui demandes que, est-ce que ce que tu fais, c'est bien. Même si lui, il aime pas, il va dire, ouais, mais non, c'est hyper bien ce que je fais. Non, mais fais attention quand même. C'est pour ça qu'il faut parler à plein de personnes. C'est vraiment pour ça qu'il faut parler à plein de personnes. C'est que moi, le premier, on dit tous des conneries. On est biaisé par nos expériences. Et surtout, je trouve que les gens adorent donner des conseils aux autres, mais ils savent pas que leurs conseils... Enfin, et en vrai, ils le font gentiment, ils veulent ton bien, tu vois, mais faut pas oublier que les choix que moi j'ai faits, c'est basé sur mon expérience à moi qui est très particulière. Donc en fait, c'est comme si tu concluais des propriétés, des axiomes mathématiques, alors que c'est un cas ultra particulier où il faut qu'il y ait telle hypothèse pour que ça soit vrai, tu vois. Mais dans une conversation, ce serait trop rapide de t'expliquer ça, tu vois. Je suis super d'accord. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut parler à plein de personnes. C'est que les gens n'ont pas le temps, ils vont te dire, ah oui, faut toujours manger des croissants. Vraiment, mange toujours des croissants, c'est mieux, tu vois. Alors qu'en fait, il y a plein de cas où les pains au chocolat, c'était mieux. Et voilà. Donc bon, bref, exemple de merde, mais c'est important. En même temps, il y a des croissants devant, donc. Et ça revient encore une fois au fait de, quand on crée du contenu et qu'on découpe ça en portions, en clips et tout, en fait, tu peux pas mettre de la nuance tout le temps. Donc, en fait, tes clips, ils sont assez tranchés. Donc, il suffit que tu tombes sur une personne qui a des hypothèses de départ différentes et ça marche pas. Et la personne va rager en commentaire, expliquer, etc. Donc, c'est toujours ce truc de, oui, pour Marc, c'est plutôt ça qui fonctionne. Pour moi, c'est plutôt ça. Et ici, c'est un peu... et ce qu'on donne, c'est un peu des retours d'expérience, mine de rien. Ouais, c'est ça. Cela dit, le job de créateur de contenu est vraiment fou. Ouais. Il est vraiment fou. D'ailleurs, je dis maintenant que ça fait un petit moment que je suis dessus, c'est trop bien, quoi. Genre tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est un job de créatif de malade, quoi. C'est presque un art, quoi. Tu fais ton truc, ce qui te fait kiffer. Ce que permet la créateur économie, c'est-à-dire de te permettre de connecter à une audience, des gens qui sont comme toi partout dans le monde, c'est monstrueux. C'est-à-dire tu déposes un truc qui pour toi est un banger sur internet et après tu dis l'algo, faites le taf, trouvez-moi ceux qui vont kiffer ce truc là, tu vois. Et en plus c'est hyper engageant aussi parce que du coup quand t'as 0 viewer ou tu vois tu racontais tout à l'heure ton live aussi c'est toi quoi, genre du coup c'est hyper dur. Enfin, c'est un peu comme dans une raison moindre, mais un entrepreneur, tu vois, où il va avoir grave du mal à se différencier de sa boîte, et si sa boîte fail, ça fail. Mais là, c'est même pas ta boîte, genre c'est juste toi. Et genre si les gens cliquent, c'est globalement pour voir ta tête. C'est pas que, il y a quand même tout un travail derrière. C'est pas que ton... Ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de taf. C'est ça. Il y a plein de taf. Tu vois, c'est un peu comme Orelsan et Scred, tu vois, genre en mode Orelsan, il balance tout ce qu'il a par la tête, il y a plein de bouse, et t'as un mec qui dit attends, ça c'est bien, ça c'est vraiment de la merde, arrête ce truc là, tu vois, et donc c'est authentique, mais c'est une partie de ton authenticité, quoi. C'est quel truc de toi on a envie de montrer qui va bien marcher, qui est toi, tu vois, mais là les autres trucs, tu vois, c'est peut-être pas nécessaire que tu fasses tel ou tel truc, et donc c'est de commencer à trouver ça, quoi. Donc ouais, il y a beaucoup de taf tout en étant authentique, c'est un milieu un peu, voilà, un équilibre un peu dur à trouver, mais voilà. Et ça tombe bien, on voit que tu es rodé à l'exercice avec Métier de rêve. Tu nous permets de boucler la boucle sur le sujet donc, de créateur de contenu. Tu nous disais tout à l'heure que ton rapport initial à la réussite était un peu façonné par Franklin et par la réussite aussi scolaire, ce qu'on disait au début.
Maintenant, en tant que créateur de contenu, c'est quoi réussir pour toi? Waouh. Je vais reboucler sur mon truc, mais réussir, c'est se trouver soi-même, tu vois, je trouve. Tu vois, genre, moi, ça m'a pris énormément de temps de comprendre qui j'étais, et je pense pas que je le comprends encore totalement, tu vois. Mais je pense que j'ai eu le courage de m'écouter, de me dire, ok, tu vois, vers 30 ans, je me suis dit, bon, tu vois, quand j'étais jeune, je croyais qu'un jour, je serais le cool kid, tu vois, le mec stylé, et tout ça, tu vois. Et puis, moi, j'ai compris que je le serais jamais, que j'étais juste ce gros geek dans mon coin et tout. Et d'accepter ça, tu vois, de me dire, bon, bah, c'est mes kiffs, mais je sais que quand je parle de mon Asus, de mon Garen, tout le monde me prend pour un fou, mais c'est pas grave, je suis comme ça, tu vois. Mais mon rêve, quand j'étais en prépa, c'est de me dire, quand je rentre à l'ESCP, je pourrais rejouer à Guild Wars Faction, le premier Guild Wars qui était mon jeu préféré, bref. Et ouais, je trouve qu'une vraie réussite, c'est d'avoir réussi à trouver sa voie, tu vois. C'est-à-dire, et ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une forme de réussite, il y en a plein, et même pour soi-même, on s'en fout de moi, mais pour soi-même, il y en a plusieurs, je pense, plusieurs voies d'épanouissement. Tu vois. Donc en fait, la réussite, en fait, je vois ça comme l'épanouissement, quoi. C'est-à-dire, je me suis écouté, je me suis compris, et j'ai trouvé une voie qui me correspondait. Et encore une fois, qui va m'accompagner là pour les prochaines années, et qui peut-être va rechanger tout ça, tu vois. Donc voilà comment je définirais la réussite. Être créateur de contenu en soi et proposer des choses qui te plaisent, c'est déjà une réussite. C'est déjà moi là, je considère en ce moment, je trouve ça, c'est ça, je trouve ça être une réussite, tu vois. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la réussite, c'est rien de concret, j'ai rien fait, c'est juste un process. Ouais, ça, c'est en fait ce process. Là, je suis dans un navire qui me plaît, et ça, c'est une réussite en soi, tu vois. Alors que je sais pas encore où je suis arrivé avec mon chapeau de pirate de l'océan, mais en tout cas, le vent, le petit vent dans la gueule me plaît, la voile est bien bordée, et les poteaux avec qui je suis sur le bateau sont cool, et l'aventure elle est cool, tu vois. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça nous permet de faire le jeu express pour la fin. Tu penses qu'on a le temps pour faire ce jeu? C'est une minute. Vas-y. Ouais. Vas-y, feu. Allez, jeu express. Tu l'as même pas laissé retourner. Ah ouais, excuse-moi. Voilà, le mec. Bon, il a un sens de l'hospitalité. Ok. Donc en fait, de toute façon, les 3 cartes, on les retourne quand même. Oui. Ouais, de toute façon, oui, il n'y avait pas de surprise. C'était juste pour l'happening, quoi. Okay, pour l'happening. C'est un jeu assez express. Vas-y. Concept classique, on n'a rien réinventé. Surcoté, sous-coté. Donc on te propose 2 choix et tu dis si c'est surcoté ou sous-coté. T'es pas obligé d'argumenter, ça peut aller, c'est comme tu veux. Ok. Au début j'ai bugué, je me suis dit c'est quoi, surcoté ou sous-coté, je dois répondre. Très bizarre ce jeu. On commence en terrain inconnu. Moi je joue ou pas? Oui. Ok. Vas-y. La prépa. Surcoté. Excusez-moi, Okay. Désolé. Moi je pense surcoté par ceux qui en ont fait une et sous-coté par 90% des gens qui savent même pas ce que c'est. Meilleure réponse. Ouais. Meilleure réponse. Il a parlé de la nuance. Ouais, alors c'est difficile dans Je pensais que c'était un jeu express, mais tu peux me défendre. Ça fait 2 mauvais points pour toi, 1 pour moi, 0 pour toi. Vas-y. Donc il y a les mauvais points, les bons points et les points boomer, c'est ça qu'on Ouais, c'est ça. Moi j'ai un mauvais point et un point boomer. Ouais, c'est vrai. Bon, on va les sommer du coup. La finance de marché. Surcoté. Surcoté. Ok. La créateur économie. Sous-coté. Ouais, on en a parlé. Ça peut être. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un côté surcoté, et je m'explique du coup, et ravi d'avoir son avis sur le côté. En fait, tout le monde parle de création de contenu. T'as full entrepreneurs sur LinkedIn qui vont me dire ouais, moi, je suis créateur de contenu, je crée du contenu. Et t'as un peu une hype aussi qui parfois, genre des gens qui même se prétendent créateurs de contenu alors qu'en fait, non. Ouais. Tu vois, donc il y a un peu un truc de genre aussi performatif et genre la vraie création de contenu en mode ouais. ça fait pas c'était mieux avant, mais tu vois la création de contenu Far West, les Natou et tout, enfin ça c'est genre c'est sous-coté, mais là maintenant comme de plus en plus des gens se l'approprient pour d'autres choses et pas de la pure création de contenu, je trouve que c'est surcoté. Je pense que les gens sont en train de capter, mais je trouve ça globalement très sous-coté par rapport au potentiel que c'est, par rapport au fait que, tu vois, la moyenne d'âge d'un M6 aujourd'hui, c'est 55 ans et c'est la chaîne télévisée la plus jeune. Tu vois, donc c'est quand même qu'il faut réagir à un moment. Tu vois, ce truc-là est là, il arrive dans votre gueule, les gars. Et voilà, et aujourd'hui, ce que je mettais dans la post LinkedIn cette semaine, les stars, Jonathan Cohen, Pierre Ninet, François Civil, choisissent de faire leur promo sur Popcorn, sur YouTube avec Squeezie, tu vois. Oui, parce que non seulement il y a le plus de vues, mais en plus, c'est là qu'il y a le plus d'engagement, c'est ce que j'expliquais, parce qu'ils peuvent être eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que même, bon, après, un Jonathan Cohen, il troll tout le temps, c'est peut-être pas le bon exemple, mais même un François Civil, finalement, quand est-ce que tu l'as vu vraiment être lui-même, tu vois, pas tant que ça. Il y a peut-être une émission Combini où il regarde des jeux vidéo dans un truc, tu vois, mais c'est tout, tu vois. Donc, et tu vois, par exemple, les gens ont adoré voir Marion Cotillard et comment elle s'appelle, Camille Cotin. Pour la première fois, les gens découvraient Marion Cotillard elle-même. Ouais, c'est ça. Et donc, bref, donc c'est
Je pense que... Enfin bref, moi je trouve que ça reste sous-côté au niveau moment, mais franchement... Personne m'a demandé, mais sous-côté. Sous-côté. Alors, HEC Paris. C'est pour vous ça les gars, moi je peux... À ma vie externe quoi. Moi je vais dire surcoté, mais okay. Voilà. T'as le droit. Hein. Moi je ferai la réponse de Normand que je viens de faire sur la prépa, qui est surcoté pour qui l'ont pas fait. Genre, quand on parle à des moldus, genre toi par exemple qui n'avait fait... Genre les mecs vont dire ah ouais HEC je suis un crack-molle. Crack-molle. HEC sur Harry Potter je suis imprenable. Truc de fou, moi aussi je me défends pas mal. Genre ah ouais HEC ouais vous êtes super fort et tout et les HEC ne sous-estiment genre ça ou l'image qu'ils renvoient, tu vois. HEC en tant que marque en fait, genre dans son utilisation genre il la sous-exploite alors que les autres la surestiment, tu vois. Ouais. Réponse de Normand encore une fois, mais je trouve que il y a vraiment deux côtés, tu vois, genre tu peux comprendre que c'est une marque que tu peux genre surutiliser, parfois il y en a qui le font à l'extrême et d'autres à l'inverse, genre sont en mode tu sais le truc trop relou d'HEC qui disent ouais je suis en école de commerce en soirée, genre parce qu'en fait tu sais que genre t'as fait déjà 2 fois, genre qu'en fait quand tu dis ouais je suis à HEC, genre t'as quand même un truc à des gens que tu rencontres comme ça, enfin random en soirée, pas forcément écosystème, école de co et tout, ça renvoie à un, tu vois, pas énarque, mais tu vois, on est genre, ah ouais, l'élite, c'est un peu chiant, enfin, dans l'imaginaire des gens, ah ouais, excuse-nous. Ah ouais, excuse-nous, ok, monsieur, ok, Molière. Ouais, non, mais c'est sûr, tu dois avoir ce truc-là aussi. Moi, je l'avais un peu quand j'étais chez Goldman, en mode, tu vois. C'est ça, ouais, tu dis pas, chez Goldman, tout de suite. Je travaille en banque, tu vois, tu dis pas. Mais en fait, c'est aussi le truc où quoi qu'il arrive tu vas te faire niquer. Tu vois, tu dis je suis dans une banque américaine, ils font laquelle, Goldman Sachs, tu fais ah oui la fameuse, tu vois, genre pourquoi vous l'avez pas dit dès le début en mode oui je suis dans une banque américaine, ouais tu vois, et en fait quoi qu'il arrive tu vas te faire non je suis d'accord c'est ce truc là t'es numéro 1 donc t'es détesté aussi qu'il y a souvent quoi aussi, tu vois. Celle-là elle est pour Simon. Faker. Il connaît pas. 2 points boomer comme ça. Regarde la vidéo d'Ego Storytelling, il a besoin de moi pour faire de la promo, mais très bonne. Je vais te dire surcoté, hein, parce que en même temps, si je le connais pas, tu vois. C'est clair. Bah, sous-côté, du coup, on en a parlé. L'argent. Surcoté, de ouf. Surcoté, ouais. Enfin, voilà, je mets ça juste entre des pincettes. Très surcoté par les gens privilégiés, bien sûr par les gens qui en ont besoin, bah bien sûr, oui, t'en as besoin et je pense pas qu'ils le surcotent, mais je pense que les gens ont du mal. Donc sur le début, tu vois, quand t'as vraiment pas de thunes, bah bien sûr, c'est la pyramide des besoins, tu vois. Au début, c'est essentiel, t'en as besoin, sinon bah tu crèves tout simplement, ou t'as une vie vraiment horrible. Après, je pense que passer un certain stade, bah c'est plus un besoin et c'est là que beaucoup de gens font l'erreur et surcotent le truc, quoi. Et tous en fait, ceux qui en ont beaucoup, ceux qui en ont pas, tout le monde surcote l'après, tu vois, genre. Ouais, mais justement, tu vois, moi je rebondirais sur ce que tu dis sur Maslow et la pyramide des besoins. En fait, surcoté au sens où les gens confondent souvent argent et richesse. Genre l'argent comme médium, mais pas comme finalité. Et donc pour augmenter dans tes besoins, c'est plus de la richesse que tu vas en fait finalement rechercher, alors que l'argent. Et ça fait. Tu parles de richesse monétaire ou richesse en fait en tout, tu vois. Enfin, mais même, l'argent comme. Enfin, il y a 2 parties, c'est-à-dire que évidemment tu as l'argent, genre là tu rentres dans les théories monétaires, en fait l'argent c'est un bout de papier et à la fin ce que tu recherches c'est quoi, tu vois. Mais en fait si tu recherches mettre ta famille à l'abri, tu vois, ce qui est genre de l'argent, de la richesse, tu vois, c'est très concret et genre ça, enfin c'est très aussi snob de dire l'argent c'est mal, enfin truc. Non, en fait genre l'argent, genre l'entièreté de l'humanité passe la grande majorité de sa vie à faire de l'argent. Enfin c'est la préoccupation la plus, donc genre surcoté, mais parce que genre c'est pas l'argent qu'on cherche, tu vois. Ok, intéressant. Tu devais être chaud face à face. Je sais, il y a toujours cette épreuve ou pas? Le triptyque. Non, j'ai pas une note de. Le gars, tu vois, il arrive, il a un concept un peu simple comme moi, tu vois, il a un esprit un peu basique. Toi, tu lui mets un triple tunnel avec 3 autres. Mec, il est KO. Mais moi, je me suis perdu. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Ouais, ça fait un peu ça, mais toutes mes réponses, c'est des. Le tunnel, va pas le mec, il doit plus rebondir, tu vois. Edouard Baird. Sinon, c'est la philo. Ouais, je kiffe. Tu devais être chaud, ouais. Ça t'aime pas. Bon les gars, le premier épisode, je pense qu'il va toucher à sa fin, vu qu'on a parcouru pas mal de choses. Déjà, il y aura il y a une petite surprise là, sur la toute fin, ça va être marrant. Simon va introduire ce truc-là. J'espère que Marc est prêt. On vous remercie d'avoir suivi cet épisode et on remercie surtout Marc de nous avoir donné notre chance parce que c'est quand même le premier invité. Donc, il fait un saut dans le vide comme Natou il y a 15 ans, quoi. Ouais. le même saut. Et on va revenir très vite avec un épisode 2. Donc,
avec qui on verra. Moi, j'ai 4 points pour toi. Marc Jocaris. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On n'a pas parlé. C'est bon. Non, j'ai adoré. C'était très cool. 2, est-ce que tu vois quelqu'un qui serait dans l'esprit, il nous reste une place pour les invités de la saison 1, que tu aurais à reco en live ou pas, quelqu'un où tu te dirais, tiens, ce serait marrant qu'il parle avec ces deux gogoles. Deuxième question. Moi, j'ai mon pote Raph qui est entrepreneur, qui je pense serait un bon fit. Après, à voir si ça vous tente ou pas. Raphaël Maisonnier, allez voir son profil. Voilà, entrepreneur depuis il fait quoi? Une petite dizaine d'années. Il a un truc qui s'appelle Faster Class qui explique un peu comment faire du management tout simplement, parce qu'un truc où on n'est pas du tout coaché quoi. Dans les entreprises. Enfin, maintenant, c'est plus large, quoi. Il fait des missions pour les entreprises un peu plus larges, mais voilà, qui je pense pourrait être un bon fit, et c'est à lui que je pense spontanément. Puis je vous dirai si j'ai d'autres noms qui me viennent en tête. Ok, trop cool. Et on vous a préparé un petit banger pour la fin. On a demandé à Jocaris de nous préparer sa meilleure anecdote. Donc vous allez voir, pour la fin, c'est un prime. Peut-être que vous resterez un peu sur votre fin, on verra. Mais en tout cas, c'est le principe. Donc je laisse, pour finir, la parole à Jocaris qui va nous raconter le meilleur mot de la fin ever du podcast que vous avez jamais entendu. Ok. Donc, on est sur ma pire anecdote de cul ever. On est l'été 2018. Je viens de me faire remercier, donc je vais en boîte un peu, enfin t'es le moral dans les chaussettes à ce moment-là. Et donc là, j'arrive dans la boîte. Et c'est la fin de cet épisode. Vous n'aurez malheureusement pas la suite de l'anecdote, puisque c'est la pire fin de podcast que vous n'avez jamais vue de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, etc. Tout le tralala. On se revoit très vite avec la suite des invités de première classe. À très vite. On le coupera, ça, de toute façon. Ouais. Mais c'est bien, de toute façon, ils vont comprendre que t'es le boomer du truc, donc c'est marrant. Il faut comprendre que...